Bonjour à tous. Et face à l'affluence, ça c'est effectivement l'effet Jury Connexion, l'enthousiasme pour les sujets nouveaux. Je vais vous demander de ne pas laisser de sièges vacants au milieu des rangs parce que nous faisons salle comble. Merci à tous et bienvenue. Je vous laisse vous installer et puis nous allons commencer car nous avons un programme assez dense et ce serait dommage de ne pas laisser à nos orateurs le temps d'exprimer toutes les idées extrêmement riches que nous avons pu échanger au fil de nos préparations. Je pense que comme nous tous au sein de Jury Connexion, vous avez passé certainement l'année 2023 au rythme des développements de l'intelligence artificielle générative. D'abord, il y a eu l'irruption publique de ChatGPT et de mauvais jeux de mots à partir de décembre 2022. Puis on a vu fleurir Bing, Bard et ses déboires de démonstration publique, Perplexity, Claude, qui d'abord était inaccessible en France, puis des nouveaux venus français, Mistral, puis Ordali qui est dédié au droit. Mais rarement nos pratiques de recherche documentaire juridique n'ont été questionnées et potentiellement changées dans un temps aussi court. C'est pourquoi nous avons choisi de vous réunir autour de ce thème qui est pourtant largement rebattu ces dernières semaines, de l'IA générative. Les nombreux articles de presse, les posts, les billets sur les réseaux, les blogs donnent des visions tantôt enthousiastes, tantôt effrayantes des potentialités de l'IA générative. Et dans ce tumulte médiatique, nous avons éprouvé le besoin de nous tourner vers des experts des IA, du droit de l'informatique, de la veille, qui puissent nous conduire à nous interroger sur nos attentes et nos pratiques naissantes autour de ces outils. Gilles Moïse, qui a écrit un livre de vulgarisation sur ChatGPT, l'a intitulé « Donnerons-nous notre langue au ChatGPT ?» Et bien pour notre part, nous avons choisi de ne pas la lui laisser sans quelques éclaircissements préalables. Je remercie Nathalie Reby d'avoir accepté la présidence de cet après-midi, de cette réunion. Nathalie, dont le métier de communicante est très complémentaire des nôtres, que nous soyons avocats, juristes, documentalistes, knowledge managers ou bibliothécaires. Et c'est pour cette raison que Nathalie nous a semblé la personne qui pouvait le mieux nous aider à formuler nos attentes et nos questionnements. Aussi, sans plus tarder, je laisse la parole à Nathalie et à Soumis Saint-Auguste. Est-ce que ça marche? Oui. C'est toujours rassurant quand la technique marche. Eh bien, merci. Merci à vous tous. Merci de m'avoir invité et de m'avoir confié ce rôle de présidence. C'est en fait un rôle de candide. Et quand on est un communicant et qu'on voit effectivement déferler ChatGPT, qui soi-disant fait de la création de contenu et que c'est votre métier, tout d'un coup, c'est bizarre. Alors, heureusement, Jury Connexion m'a dit, tiens, justement, viens réfléchir avec nous. Alors, je suis ravie d'être là et je vous remercie vraiment tous, bien sûr les instances, bien sûr, mais tous d'être là et de m'avoir proposé de jouer avec vous sur ce terrain. Ça m'a beaucoup aidé, en fait. Donc, merci. Il y avait ce mythe, donc, du remplacement. On va tous être remplacés par l'IA. C'est génial. Waouh! Qu'est-ce qu'on va faire? Du jardin, chic. Bon, donc, ça fait quand même un peu peur, quoi. Il y a quelque chose qui va faire nos métiers. Et donc, j'ai trouvé important et intéressant de participer à une journée où on va renouveler le point de vue, on va réfléchir ensemble, on va apprendre durant la journée, savoir, grâce à Thomas et Sumi, c'est quoi l'IA générative.
Et puis, on va apprendre aussi à être conscient des risques. Et puis, on va aussi, grâce à Pascal et Bertrand, et puis on va aussi avoir des témoignages. Et puis enfin, avoir aussi la porte qui s'ouvre, parce que si on se forme, on va y arriver. Donc du coup, ça me semblait très agréable de m'insérer dans une journée comme celle-là. Et donc, je me rends compte qu'on ne va pas être remplacé, on va être augmenté, on va être assisté. On va avoir un assistant virtuel. C'est génial, non ? Et du coup, je me suis posé la question, qu'est-ce qui va le plus nous servir dans ces outils ou plus ? Parce que je crois que l'IA, c'est plus qu'un outil. Ça nous oblige aussi à réfléchir à la façon dont on va travailler. Donc c'est aussi du management, de l'organisation, etc. Et là, du coup, en communiquant, je me suis dit, bon, ben, il y a du soft skills là-dessous. Et donc, les soft skills et les business skills, c'est-à-dire tous nos savoir-faire professionnels, tous nos savoir-être bâtis dans notre éducation, dans nos parcours de vie, dans nos caractères même, eh bien tout ça, ça peut, non seulement ça peut, mais ça va nous servir, ce sont de vrais atouts, et ça va nous permettre de faire face à tout ça, à toute cette révolution. Alors, j'ai été très rassurée de lire qu'au Forum de Davos, on a insisté lourdement cette année sur le fait que les soft skills, notamment la pensée analytique, l'apprentissage actif, la capacité à résoudre des problèmes complexes et même la pensée critique et la créativité sont les clés pour faire face à l'économie de demain et donc à l'IA, puisque Davos a aussi été contaminé, voilà, par ChatGPT. Donc je trouve que c'est assez intéressant de se dire qu'on n'est pas tout seul et que même si on lit à longueur de journée des tas d'articles qui nous disent qu'on va être remplacé, ben en fait, on va avoir besoin de nous. Et alors on pourrait, je ne veux pas abuser de votre temps, mais j'en profite quand même un peu, on pourrait réfléchir, c'est quoi les soft skills qui vont être... qu'est-ce qu'on a, nous, dans nos métiers de communicants, de journalistes, de juristes, d'avocats, de documentalistes, de veilleurs, enfin tous ceux qui sont là. J'espère que j'ai oublié personne. N'hésitez pas à me dire, sinon je rajoute. Mais je pense que nous tous, nous, notre petite communauté, là, on a peut-être... on doit peut-être lister, mettre de côté toutes ces qualités, ces savoir-faire et ces savoir-être qui vont nous permettre de mieux nous emparer de cette IA générative. Alors, il y a tout ce qui est, bien sûr, vision stratégique, il y a tout ce qui est la créativité, leadership, savoir persuader et embarquer les équipes, le travail d'équipe, nous, on sait particulièrement faire, puis travailler avec des gens différents. Donc, je pense que ça va nous permettre de bien utiliser l'IA. Construire une stratégie juridique ou communicante, ou etc., etc. Négocier. Gérer et penser la complexité, là, je rejoins Davos, c'est parfait. Trouver des solutions innovantes, le sur-mesure. Penser out of the box. Ça, on sait faire, nous. Il y a aussi l'écoute. Il y a quelque chose qui est entre le personnel et le professionnel, tout ce qui est autour de client-centric. On pense, on écoute les autres, le client. Et en plus, on sait les écouter, on sait retranscrire, retraduire leurs besoins, leurs envies. On est capable d'empathie. On sait connecter les gens, connecter les parties. On a de l'intuition. Ah oui, ça c'est un truc, la machine, à mon avis, l'intuition, elle n'a pas. Elle n'a pas d'humour non plus. Ça, c'est peut-être un des soft skills qu'on devrait mettre sur le tableau à retenir. Humour, intuition, créativité.
même si créativité, il y a des choses la machine, elle sait faire. Bon, on va voir. L'autonomie. Rassurer. Allez, tous, vous avez un jour apporté la décision. Ah, l'avocat, il vous a vu comme un... Là, les documentalistes, je suis sûre, vous avez vécu ça. J'étais vachement content de vous voir arriver avec une décision. Voilà, vous savez rassurer. Voilà, on s'est rassuré. On a aussi bon, tout ce qui est la réflexion, l'imagination, pensée abstraite. Donc je pense que voilà, tout ça, on peut peut-être le mobiliser pour faire face à ces nouvelles façons de travailler, nouvelles façons d'organiser nos recherches, notre création de contenu. Moi, j'écris plus pareil depuis que ChatGPT est là. Même s'il ne sait pas faire des communiqués, hein, parce que je lui en soumets tout le temps. Il me les fait à l'américaine en plus, donc ça ne convient pas aux journalistes français. J'en ai vu 3-4 dans la salle, donc j'espère qu'ils vont me confirmer, sinon... Mais voilà, donc voilà, on est obligé de faire face à ce nouveau défi, mais il peut nous aider. Donc je suis assez optimiste parce que je pense que vraiment nous avons des armes, nous aussi. C'est pas la peine de courir après, c'est pas la peine de vouloir faire ce qu'elle veut faire, mais on a sans doute beaucoup de choses à apprendre de tout ce que vont nous dire les participants aujourd'hui pour pouvoir bâtir notre assistant parfait. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour commencer. Et j'avais envie d'être rassurante et optimiste. Voilà, parce que je pense que on nous dit ce sera dur, mais on va la gagner, quoi, la guerre, quoi. Voilà. Donc, en avant. Merci à vous. Alors, je vais passer tout de suite la parole à la première intervenante. Donc, on rentre dans une partie un peu savoir, connaître, voilà, et donc dédramatiser l'outil. Sumi Saint-Auguste est présidente d'Open-Law et elle est directrice de la prospective chez Lefebvre-Sarrut. Et donc, elle va nous parler de tous les concepts essentiels pour comprendre l'IA. C'est ça, Sumi ? Oui, tout à fait. Oh, ça fonctionne ? C'est bon, vous m'entendez ? Très bien, parce que je ne parle pas très fort habituellement. Je vais essayer de ne pas tout casser. Alors, effectivement, donc déjà, bonjour à toutes et à tous. Le bureau de Jury Connexion m'a proposé d'ouvrir le bal cet après-midi avec un objectif qui est de vous donner des éléments de compréhension pour bien accueillir et bien entrer dans les discussions qui vont suivre. Donc, je vais prendre une demi-heure pour faire une introduction que j'espère la plus pédagogique possible, pour passer en revue donc, des concepts à la fois sur les technologies d'IA générative, mais aussi sur la traduction à propos en termes de business, d'écosystème, d'économie numérique du droit. 30 minutes qui vont peut-être vous paraître très denses. Je sais que j'ai droit à quelques questions à la fin de mon intervention. Cela dit, au cours de l'exposé, s'il y a des éléments qui ne vous semblent pas clairs, arrêtez-moi et puis je reprends. D'accord ? Donc on commence. Ouch. Tout va bien. Non, ça va, mais c'est pas grave. Est-ce qu'on peut... Oui, peut-être fermer, mais bon, c'est pas grave. Alors, je précise que, même si vous voyez trois points dans mon ordre du jour très, très succinct, la dernière partie, à savoir le focus sur l'économie numérique du droit, va être présentée et assurée par Thomas Saint-Aubin à ma suite. Moi, je vais simplement vous partager quelques éléments d'analyse très, très génériques, disons, à propos de ce que cette éruption des IA génératives dans l'économie de services représente pour l'écosystème
du droit et de la justice. Alors on commence avec vraiment des notions très fondamentales qui sont sans doute familières pour certains d'entre vous, mais j'assume de remonter très très haut et de faire une sorte de déscopage en reprenant tout simplement la définition des intelligences artificielles. Donc elle n'est pas à l'écran. Donc par intelligence artificielle, donc vous allez voir qu'il y a énormément de littérature pour vous dire combien il est difficile de définir l'intelligence artificielle. Retenez simplement qu'on vise à imiter en fait les capacités du cerveau humain dans la description de la réalité, dans l'analyse, dans la compréhension, dans la réflexion, dans le raisonnement, au moyen du calcul, au moyen de l'informatique, des mathématiques et du calcul. Donc ça, c'est, disons, une définition qui tient la route, je dirais. Après, ce qu'on a habituellement à l'esprit pour définir les technologies d'intelligence artificielle au pluriel, c'est ce fameux embranchement, donc ces deux familles qui se font face d'une certaine façon, avec des approches qui sont très différentes. Donc ce qu'on va appeler l'IA symbolique, et qui renvoie à toute une famille de technologies en intelligence artificielle où les règles, les enchaînements sont explicitement décrits et écrits dans le code, à la machine de les suivre ensuite, pas à pas, comme une instruction, comme dans de la programmation informatique. Donc c'est ce qu'on appelle l'IA symbolique. Ce sont les moteurs de règles, par exemple, ce sont les systèmes d'experts, et ce sont des technologies qui sont tout à fait, qui sont mûres depuis très longtemps, qui existent depuis des décennies, et qui continuent d'être pertinentes pour tout un tas de cas d'application, notamment dans l'industrie. Et face à ça, donc, il y a un autre chemin qu'on appelle l'apprentissage machine. Donc là aussi, ça vous est familier, je pense, parce que ça fait bien plus de 15 ans qu'on parle de machine learning ou apprentissage machine dans le champ du droit, notamment en France. Ailleurs, c'est plus ancien. Donc là, on est dans une démarche, disons, à l'inverse, qui est inductive. C'est qu'on va donner à la machine, on va présenter à la machine désolé pour la redondance, des données à observer, et à partir desquelles elle va construire un modèle, et ensuite pouvoir exercer cette nouvelle compétence, disons, cette expérience acquise sur des données inédites. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez probablement entendu, dont vous avez probablement entendu parler abondamment lorsque, en France, on a commencé à passer justement de systèmes basés sur des règles à des systèmes apprentissage machine, par exemple, pour classer, pour faire de la classification, pour faire du tri, pour détecter, alors c'est un peu technique, détecter des entités nommées, c'est-à-dire repérer dans un corpus ou dans un texte des éléments dont on se dit qu'ils sont dignes d'être remarqués, d'être montés par exemple en métadonnées ou en critères. J'y reviendrai. Donc c'est dans ce champ-là du machine learning qu'adviennent les IA génératives. Un sous-ensemble quand même, enfin une étape intermédiaire, désolé, il va y en avoir d'autres, des concepts et des notions. Le deep learning, pareil, vous avez entendu parler d'apprentissage profond, de réseau de neurones. Alors sans rentrer dans de la technique, parce que c'est pas du tout l'endroit, puis de fait c'est pas utile à mon exposé. Retenez simplement qu'on est toujours dans cette idée de reproduire, en fait, d'aller de viser la plasticité du cerveau humain. Et donc, on superpose des neurones artificiels connectés entre eux. Donc, on fait se processer, par exemple, une reconnaissance d'image à travers toutes ces couches de neurones. Voilà, très très schématiquement. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il y a un changement d'échelle. C'est que les approches en deep learning permettent d'attraper et d'entraîner à partir d'un plus grand nombre de données, et pour ce qui est du résultat, de produire des résultats plus complexes, donc notamment l'image. Autre notion importante à ce stade, que vous connaissez aussi, je pense, c'est le NLP. Alors en français, le traitement automatisé du langage. Sachez que c'est totalement tombé en désuétude aujourd'hui, en 2024, de parler de TAL, TAL, TALN, peu importe. Natural Language Processing, donc disons que c'est un champ d'application, c'est un peu orthogonal, c'est un champ d'application de l'IA qui tout simplement, comme son nom l'indique, se dédie au langage, en tant que le langage est l'expression
d'une réalité et que c'est ça qu'il s'agit d'embrasser, de capturer, de modéliser. Ok ? Je continue. Oups. Alors, et j'en arrive enfin aux IA génératives. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces IA génératives, donc, qu'on a évoquées très rapidement, notamment à l'occasion de ces dates clés, l'apparition de ChatGPT sur le marché, mais je vous listerai quelques autres dates un peu après, c'est qu'elles sont dans la continuité d'une certaine façon de ce que je vous ai expliqué, mais il y a une rupture. Alors, la continuité, pourquoi ? Parce que, en fait, elles reposent sur un très vieux concept en NLP. Rappelez-vous que le traitement automatique du langage, on est au croisement de la linguistique et des mathématiques, et on s'est très tôt penché sur la capacité pour la machine, pour l'informatique, les mathématiques, à attraper de la sémantique, indépendamment de la verbalisation, n'est-ce pas ? Donc ce principe de proximité sémantique, il est complètement central dans cette nouvelle génération d'IA générative. La proximité sémantique, c'est quoi ? C'est la probabilité que deux termes au sein d'un corpus se retrouvent au voisinage l'un de l'autre. Voilà. Donc cet élément, il est central et il prend son origine dans un papier dont je vais vous parler juste après. Retenez à ce stade que à cause de ce parti pris, cette thèse de départ, on a une manière de caractériser les IA génératives par rapport à leurs prédécesseuses, qui est ce comportement que vous avez tous observé, qui est que la machine semble deviner en fait la suite. Elle semble deviner la suite de ce que vous commencez à écrire. Un autre exemple que j'aime beaucoup mobilisé, c'est celui de l'image. Ce n'est pas seulement le mot suivant dans un début de phrase que vous entreriez, c'est aussi par exemple le pixel suivant par rapport à une image que vous présenteriez à la machine. Je ne sais pas si vous vous rappelez au début, en temps IA génératif, c'est-à-dire il y a au moins 1 an et demi, 2 ans, si vous vous rappelez les premiers essais, premières expérimentations avec les modèles d'image, Midjourney, Stable Diffusion et autres, vous aviez ce qu'on appelait de l'out painting. Donc en gros, on donnait une reproduction d'une œuvre, par exemple, à la machine et on lui demandait de broder, en fait, d'étendre et de prolonger l'image. Et c'était fait de manière très réaliste et tout à fait convaincante. Donc je prends exprès cet exemple qui est un peu éloigné de nos métiers pour que vous compreniez bien ce comportement de la divination, entre guillemets, du fait c'est comme si on était dans de l'autocomplétion. Et ça va parfois donc trop loin, puisqu'on peut aller jusqu'à l'hallucination. Je vais y revenir. Alors, je vous disais qu'il y avait un point de départ avec un papier au sens un article scientifique, qui est dû à la recherche chez Google et qui est déjà ancien. Alors, imaginez 2017. Dans l'été 2017, donc, les équipes R&D chez Google sortent un papier dont les data scientists ont beaucoup parlé ensuite, qui est, donc, peu importe qu'il soit de travers, mais Attention is all you need. Donc, au centre, ce que je vous ai expliqué, la proximité sémantique, et une proposition qui s'appelle les matrices d'attention. C'est pas grave, vous pouvez oublier. Qui pose l'hypothèse au centre et qui, du coup, pousse une autre architecture de modèles et qu'on appelle les transformers. Donc, c'est le T dans GPT. Okay. Ce qui ne vous aura pas échappé, c'est que, comme l'a évoqué Michel Bourgeois, les premières fois où le grand public a entendu parler d'IA générative, elle n'était pas du fait de Google, qui est un peu à la peine en ce moment, mais bon, on attend. Bard vient d'être annoncé là pour une mise sur le marché à échelle mondiale. Donc a priori, ça y est, ils sont à nouveau dans la course. Mais tout s'est passé ensuite du côté de GPT et OpenAI. Alors je suis en train de chercher ma souris, excusez-moi. Je ne sais pas si je vais pouvoir y arriver. Elle n'est pas branchée, je crois. Moi aussi, je fais des... Ouais. L'écran est à droite ou à gauche?
Ah, c'est bon, c'est bon. C'est ce que je voulais. Alors, on recommence. Donc, je vous disais, papier Google en 2017. A priori, pour le grand public, il ne se passe pas grand-chose. Et c'est du côté d'OpenAI en 2022-2023 que ça s'accélère. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand même en 2017, enfin à la suite, cette technologie, elle a été implémentée chez Google. Et vous ne l'avez sans doute pas vu, enfin, vous qui êtes documentaliste le savez, il y a un modèle qui s'appelle BERT et qui a été implémenté dans la version à l'époque du moteur de recherche Google Search. Voilà. Donc c'était une première application, une première mise sur le marché, mais pour autant, on n'entend pas forcément beaucoup parler de LLM, de modèle de fondation à l'époque. Et c'est du côté de OpenAI que ça se passe. Avant de vous raconter la suite, à nouveau, je vous rassure, il n'y en a pas trop, je fais une pause justement pour définir quelques concepts. Vous avez compris donc que ces grands modèles, ces IA génératives, sont dans la continuité, du fait de la proximité sémantique, de la thèse de départ. Je vous disais qu'elles sont aussi dans la rupture. Pourquoi ? Parce qu'on a ouvert considérablement la base d'entraînement, donc la base des données qu'on donne à voir et à observer aux modèles en question. Pourquoi on les appelle Large Language Models ou modèles de fondation ? Parce que précisément, le parti pris d'OpenAI, ça a été de se dire, en fait, je vais prendre tout ce qui se trouve sur le web, et même ailleurs que sur le web, et je vais entraîner en fait, mon modèle à partir de toutes ces données-là. Ce qui débouche sur un modèle avec des milliards de dimensions. Les dimensions, ce sont les fameuses proximités sémantiques entre des termes, entre des tokens en l'occurrence. Il y a donc un changement, il y a une rupture dans la taille, dans la volumétrie. Il y a un changement dans le comportement, comme je vous le disais, le fait d'être dans de l'autocomplétion. Et il y a aussi un changement, donc ça c'est important pour la suite de ce qui va être raconté, dans la manière dont en fait on implémente et on utilise et on consomme ces grands modèles. Alors je vous invite à lire d'abord fine-tuning, ça c'est du vocabulaire qui existait avant les LLM, donc c'est dans le sens des aiguilles d'une montre, disons, je ne sais pas comment le présenter, mais bon, peu importe. Fine-tuning, quand vous entendez parler de fine-tuning ou configuration, paramétrage fin, on est encore dans l'entraînement, on est encore dans la phase d'entraînement du modèle, d'accord ? Quand on passe justement, donc c'est notre actualité actuellement, que de se dire il y a la puissance des grands modèles de fondation et je voudrais en bénéficier sur des périmètres de données, par exemple juridiques. Là, on est en train de dériver le modèle sur de nouvelles données. C'est ce qu'on appelle l'inférence. Et c'est une rupture par rapport au machine learning précédent, parce qu'avant, vous aviez donc, par exemple, je veux classer, je veux trier, je veux détecter, j'ai une tâche. Donc, je présente un jeu de données, un algorithme qui va bien pour faire cette tâche-là, unitaire. J'en dégage un modèle et j'ai ensuite non pas un agent, mais en gros, j'ai un système qui me permet de faire de la classification et rien d'autre. Un modèle, une tâche. La rupture, là, elle est que j'ai un énorme modèle qui embrasse toute la réalité à travers des milliards de dimensions et je peux potentiellement faire n tâches. OK ? Et donc, si je veux, moi, mobiliser cette puissance sur un périmètre donné, par exemple, si je veux le spécialiser, je peux effectivement aller chercher le gros modèle et faire du fine-tuning, mais ça n'a pas de sens. Il y a une autre façon de faire aujourd'hui qu'on appelle l'inférence, c'est-à-dire que je dérive ce gros modèle sur mes données dans un contexte nouveau. Ajoutez à ça, vous avez en fait, aujourd'hui, énormément de littérature et d'actualité autour des manières d'optimiser, d'affiner, de spécialiser, de raffiner les modèles en question. Je vous en ai juste posé là, dont Thomas va parler probablement, qui est le RAG. Vous avez la définition qui consiste en fait à combiner finalement d'une certaine façon le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'avant, donc je vous parlais de données, de périmètres de données nouvelles,
on prend le soin d'indexer, donc de rajouter de la sémantique sur ce périmètre circonscrit, par exemple, de données juridiques. Et c'est là-dessus qu'on adresse la puissance du modèle de fondation. Donc ça s'appelle du RAG, et aujourd'hui, tous les acteurs qui font de la recherche générative, qui annoncent faire de la recherche générative, sont peu ou prou sur ce genre de démarche et de protocole. Okay, je termine mon tour de l'horloge, et vous allez comprendre pourquoi. Là aussi, c'est une notion qui vous est totalement familière, je pense, le prompt engineering, le prompting. De quoi s'agit-il? Donc, il s'agit d'adresser des invites à la machine de manière à la guider dans ce qu'on veut lui faire tout simplement générer et produire. Mais pourquoi je le mets à cet endroit-là de mon exposé? C'est parce que là, vous avez bien compris qu'on a la main sur l'agent, sur l'intelligence artificielle générative et son interface conversationnelle en tant qu'utilisateur final. Hein, voilà. Donc, d'une certaine façon, il y a une progression logique. Le fine-tuning appartient à la phase, disons, d'entraînement. L'inférence, on commence de s'intéresser, enfin, on commence à le rapatrier, disons, et à se l'approprier avec diverses approches. Donc, le RAG en est une, mais il y en a plein d'autres. Et le prompt engineering qui vaut pour tout type d'IA générative, où on est l'utilisateur final et on a la main pour lui demander N tâches. Je pense que ça va, tout est clair jusque-là. Alors, je vous avais promis de vous parler d'hallucinations. Donc maintenant que vous avez compris que ces machines sont faites d'une certaine façon pour deviner la suite, pour auto-compléter, enfin pour compléter ce que vous avez amorcé, je pense que vous savez vous-même expliquer pourquoi il y a des phénomènes d'hallucination. Donc l'autocomplétion en question, elle est hyper, j'ai envie de dire, zélée. Hein. Elle est très très consciencieuse et elle va donc jusqu'à générer des aberrations, jusqu'à générer des choses qui sont fausses tout simplement. Alors la machine n'a aucune espèce de notion de ce qu'est le vrai ou le faux, mais tout simplement parce que d'un point de vue statistique, les mots en question qui sont proposés dans la suite, ce qu'elle génère, se trouvent être en général au voisinage les uns des autres. Et donc, ça semble plausible, et donc la machine vous retourne cette réponse. C'est ce qu'on appelle l'hallucination. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment, pour le coup, spécifique aux IA génératives. Il y a des façons, évidemment, de le contrer, de le limiter, donc notamment, comme je le disais tout à l'heure, en se disant, parce que je suis sur un périmètre d'activité, un secteur d'activité de toute façon très fermé et très spécifique, en adressant le modèle uniquement sur un périmètre de données et aucun autre, et donc en lui interdisant d'aller chercher ailleurs sur le web, enfin sur les données qui ont été entraînées, disons, à la base. Mais il y a aussi, donc ça, je l'ai juste... c'est une ligne sur ma slide. Il y a aussi une démarche qui est hyper intéressante aujourd'hui, qui a déjà quelques mois, quelques années, et qu'on appelle les IA constitutionnelles, et qui consiste en fait à rajouter, à contraindre le modèle by design, en lui faisant observer certaines règles, donc certains interdits. Donc des tables de la loi, une constitution, c'est pour ça que ça s'appelle l'IA constitutionnelle. Et Claude, que vous évoquiez, donc de la société anthropique, est dans cette démarche notamment. Et donc typiquement, lorsqu'on vise justement, il y a un gros sujet, on va y venir aussi sur les écueils et les points de vigilance, il y a un vrai sujet de confiance et de sécurité et de fiabilité. C'est une manière d'y répondre dès la conception, nativement. Okay, justement, alors ça peut vous sembler pareil, très, comment dire, non pas trivial, mais déjà acquis. Vous avez tous le souvenir des discussions nombreuses et vives autour de la fiabilité des modèles de machine learning, donc avant même les IA génératives. Donc il faut savoir tout simplement que là, on est toujours sur ces questionnements, on est toujours sur cette vigilance et cette exigence de qualité des données. Alors le mot qualité, pour moi, il est un peu problématique parce que c'est
comment est-ce qu'on définit qualité? Donc, je préfère parler de représentativité parce que le sujet, rappelez-vous, il est d'aller chercher des données qui soient le plus fidèles dans leur représentation de la réalité. On parle souvent donc on parle de biais, donc ça, pareil, notion fondamentale et incontournable. Ce que je veux souligner là, c'est que les biais ils sont effectivement présents dans les données, dans la manière dont vous allez définir la base à observer, dans les jeux d'apprentissage, mais ils sont aussi présents tout autant dans le processus lui-même, c'est-à-dire le processus d'ingénierie en machine learning. C'est aussi le fait, tout simplement, des humains qui sont dans la boucle, donc à qui on demande d'être vigilants sur ces éventuels biais, mais qui sont eux-mêmes tout simplement porteurs de leur biais en tant qu'ingénieur machine learning, data scientist, annotateur métier. Donc ayez à l'esprit que voilà, les biais, ce n'est pas juste une question de process et de machine, il y a des données qui sont entachées de biais, c'est l'ensemble de l'ingénierie qui, de toute façon, comme dans tout processus technologique ou scientifique, tout ça est pétri d'approches et d'appréciation humaine. Il y aurait plein de points de vigilance. Ça n'est pas mon rôle aujourd'hui de vous les lister, mais je voulais quand même. Il y a évidemment la sécurité, la confidentialité, etc. Mais il y a le statut juridique des données qui sont mobilisées pour l'entraînement. Pourquoi je le mets exprès? Parce qu'on en parle évidemment particulièrement à propos des IA génératives et de la manière dont les acteurs se positionnent, notamment les acteurs dans l'économie de la connaissance, se positionnent par rapport aux big tech qui sont porteurs d'IA génératives. Google, OpenAI principalement, mais les autres aussi. Alors justement, à propos d'acteurs, donc là je quitte la technologie pure et dure et j'arrête de vous assommer avec des notions peut-être un peu trapues. Je vous disais que donc la belle histoire des IA génératives, elle démarrait en 2017 dans les labos de Google, qu'ensuite on n'en entend pas forcément parler du fait de Google, mais qu'ensuite ça ressurgit donc, sur la scène entre 2022 et 2023, n'est-ce pas? Avant novembre 2022, ChatGPT, mise sur le marché, adoption massive, démultiplication des cas d'usage. Avant ça, il y a un jalon que je trouve intéressant, que nous trouvons intéressant à la R&D, le FEFSARU, c'est l'engouement, l'adoption immédiate de GitHub Copilot. Alors GitHub, c'est un outil, un environnement de travail pour les développeurs, donc où ils déposent leur code et ils le maintiennent, et c'est collaboratif. C'est la propriété de Microsoft depuis quelques années. Et donc en 2022, après que Microsoft s'est rapproché déjà d'OpenAI, parce qu'il y a eu successivement sur les 2 ans des investissements massifs, jusqu'à 11 milliards de dollars début 2023, Microsoft met en place un agent, donc il appelle Copilot, dans l'environnement GitHub pour les développeurs. Et l'agent en question a appris de tout le code qui existe sur GitHub et est en capacité d'aider, d'assister de manière hyper intelligente et créative et fiable les développeurs dans leur travail au quotidien. Et ça se traduit tout de suite en CA supplémentaire pour Microsoft. C'est ce qu'il faut avoir à l'esprit. Et mon point, quand je vous raconte ça, c'est de vous dire que de manière inédite, alors je ne suis pas là depuis des décennies non plus dans le secteur de la techno et de l'informatique juridique, disons, mais c'est quand même incroyable de voir à quel point le temps entre l'innovation technologique et le temps d'adoption, l'implémentation, l'industrialisation est raccourci drastiquement. Quand on parle d'accélération aujourd'hui, c'est en partie grâce à ça, à ce rapprochement entre Microsoft et OpenAI, qui tout de suite a permis de donner une réalité économique, une réalité commerciale, business, à cette évolution très, très, très rapide des IA génératives.
je me permets de vérifier mes notes parce que j'avais tellement de choses à vous dire que j'essaie de m'assurer de ne rien oublier. Je vais pas rester trop longtemps là-dessus. Simplement, vous montrer, vous voyez les courbes se prolonger en haut à droite et puis surtout des nouvelles entités apparaître. Il y a une course incroyable, évidemment, une compétition féroce au niveau mondial sur les grands modèles de fondation. Vous avez des moyens, donc ça, je pourrais vous partager quelques ressources qui me semblent incontournables pour suivre ça de près. Vous voyez bien à quel point, en fait, on est quand même dans un écosystème qui est le fait des acteurs déjà présents, hein, des acteurs qui sont déjà monopolistiques dans le web, sur le web aujourd'hui et pour l'économie numérique en général, donc les Google, Meta, etc. Et on a aussi quand même des nouveaux entrants. Ce qu'on voit aussi avec ce diagramme, c'est qu'il y a un sujet autour des petits grands modèles de fondation, que ça n'est pas forcément... l'état de l'art en fait est très mouvant. De semaine en semaine, on change d'une certaine façon de paradigme et c'est passionnant à suivre et en même temps c'est ébouriffant d'un point de vue justement du point de vue du business. Je ne sais pas comment le dire autrement. De la mise en application pour nos métiers notamment. Justement, j'y viens. Alors, je pense que vous avez déjà entendu comme moi parler de révolution industrielle des cols blancs, ou pas. Donc quand on est face à des intelligences artificielles qui sont à ce point capables de générer, de créer, d'imaginer, de produire, on est nécessairement face à une menace, une opportunité, peu importe, mais en tout cas un impact majeur pour toute l'économie de la connaissance et et au-delà pour l'économie de services. Donc je n'ai pas inséré toutes les études qui en ce moment convergent pour dire que des pans entiers en fait de l'industrie service, ça n'existe pas l'industrie service, le secteur tertiaire, des pans entiers du secteur tertiaire sont assurés d'être durablement transformés. Donc là aussi, c'est assez inédit. Là, c'est depuis mon point de vue Open Law et Lefebvre-Sarrut, c'est la première. Ça fait 15 ans que j'observe en fait la Legal Tech française se mettre en place, les grandes mutations technologiques traverser cette scène Legal Tech. Là, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a une transformation. Les IA génératives ont vraiment une capacité transformative sans égale. Et je pense que ça justifie que vous y intéressiez et qu'il y ait autant de littérature à ce sujet. On parle beaucoup de création, on parle beaucoup d'imagination. Il ne faut pas oublier autre chose, c'est ce que j'ai appelé productivité, mais tout ce qui est automatisation des processus. C'est qu'en plus de ça, donc c'est vraiment j'allais dire la double peine, je ne sais pas, le double effet qui se coule, mais en plus de ça, les IA génératives se trouvent être aussi plus performantes pour le tout venant, entre guillemets, en informatique. C'est-à-dire que tout ce qui est automatisation, enchaînement, justement, moteur de règles, que j'évoquais tout à l'heure, aujourd'hui, vous avez par exemple une tendance qu'on appelle planification, agentification, qui consiste à demander à l'agent, à l'IA générative, de réfléchir, de définir elle-même le plan, la stratégie, en lui mettant à disposition un certain nombre de skills, de compétences, et en lui disant voilà, moi, le résultat que je vise, c'est ça, et débrouille-toi. Donc on est vraiment dans un niveau de sophistication sans égal, avec pour certains une dérive ou pas vers ce qu'on pourrait appeler l'intelligence artificielle générale. Ok. Je termine bientôt. J'espère que je suis restée dans les temps. Un point qui me semble aussi hyper intéressant et passionnant à suivre, qui est pas technologique, qui est du fait, qui prend son origine dans la technologie, mais qui est plutôt de l'ordre, alors déjà qui s'inscrit plus dans le long terme, le temps long plutôt. C'est le potentiel de ces IA génératives à
réinventer en fait, déjà nos expériences de recherche, notre rapport aux outils et aux objets numériques. Vous voyez bien qu'on a basculé de manière incroyable dans des interfaces et de l'expérience utilisateur de type conversation, avec en plus dans du langage courant, donc avec une facilité finalement d'accès à l'intelligence et aux capacités de calcul de la machine sans précédent. Donc ça, il est évident qu'à moyen terme, ça va chahuter, ça va renouveler finalement les interfaces et les propositions des éditeurs de logiciels, des éditeurs, des applis et autres. Et sans oublier qu'il y a très certainement aussi une façon, on l'a déjà expérimenté à l'occasion du moteur de recherche, avant ça on l'a déjà expérimenté à l'occasion de l'apparition de l'interface graphique ou du smartphone plus récemment. D'un point de vue cognitif et d'un point de vue, disons, neurocomportemental, il y a aussi très certainement un sujet qu'il convient de suivre et de surveiller. Voilà, et alors je terminerai avec, du coup, si j'y arrive, une dernière slide qui me permet d'introduire le propos de Thomas Saint-Aubin pour vous dire, donc je reviens là, j'ai commencé à en descopentrer largement, donc j'atterris sur le droit et la justice. Donc vous voyez bien qu'il y a déjà beaucoup de cas d'usage et de business case possibles avec les IA génératives. Je vais juste vous donner 2-3 éléments que je pense structurants. Je vous parlais du fait que pour l'économie de la connaissance en général, l'économie de ces services, des IA qui sont capables d'imaginer, de produire, de créer sont tout à fait indiquées. Donc il y a un match, disons. Au niveau du droit, quand on se rappelle à quel point le droit est un langage avant tout, il y a un vrai parallélisme entre les technologies d'IA générative et le droit dans ce qu'il a de plus, dans la pratique. J'aime bien cette formule entendue à Londres dans une conférence. Le droit, la legal industry, c'est un words in, words out business. Il y a des mots en entrée et il y a des mots en sortie, et on est là pour créer de l'intelligence, de la compréhension, de la préconisation, du conseil. Donc ce parallélisme, il existait avant. On parlait de code is law, law is code. C'est pas tout à fait ça, mais peu importe. Le fait que le droit soit un ensemble de règles avec des ontologies associées, etc. Là, on est encore dans ce parallélisme. On est a fortiori dans un parallélisme qui est frappant. Et on voit bien à quel point, d'ailleurs, moi ce que j'observe, c'est que c'est un vrai reset, disons, de l'économie de la legal tech, donc au niveau mondial. C'est pour les acteurs qui sont déjà présents une réinvention de leur proposition de valeur. C'est l'arrivée de nouveaux entrants du fait des IA génératives. Donc c'est un vrai changement, un game changer, je ne sais pas comment dire en français. Et avec une caractéristique qui me semble moi hyper importante, c'est que du fait justement de l'interaction, des interfaces conversationnelles, du fait du langage courant, dites-vous que là, la barrière à l'entrée technologique, elle est infiniment basse. Elle est infiniment basse, et comme jamais auparavant. Et ça me semble très important, et ce pourquoi d'ailleurs il y a de nouveaux entrants à nouveau, mais c'est quelque chose qui conviendra de surveiller également. Et le dernier point, c'est un peu ce que vous voyez là, c'est que du fait de la singularité de ces IA génératives, vous avez des cas d'usage qui n'existaient pas avant, des applications, je veux dire, avec des réponses par des solutions technologiques qui se trouvent désormais être couverts par la technologie. Donc, quelque chose qui peut vous sembler très trivial aujourd'hui en 2024, c'est le fameux résumé. Et je terminerai là-dessus. Jusqu'en 2022, donc pour les versions précédentes de GPT, par exemple, jusqu'à 2, le résumé, c'était quelque chose qu'on n'arrivait pas à craquer, vraiment. Et il y avait plein d'autres approches qui combinaient de la symbolique, etc. Impossible. Arrive GPT-3, bam, résumé, fiable, bien écrit, complet, voilà. Donc là, il commence à se passer quelque chose. Et il y a quelques autres cas d'usage comme ça, nouveaux,
qui se trouvent désormais qui peuvent être processés par la machine et qui ouvrent le champ donc, sur le marché du droit à de nouveaux acteurs et de nouvelles propositions. Voilà, j'en ai terminé. Merci Soumi. Juste donc, il y aura peut-être quelques questions, mais on va voir comment on les traite. Avant, je rappelle ou je vous informe, je ne sais pas quel est votre degré que tous ces mots techniques, n'ayez pas peur. Jury Connexion a pensé à vous faire un lexique. Et donc, je crois, voilà, il y a un peu à plusieurs endroits, vous avez des QR codes. Sinon, il est sur le site de Jury Connexion. Et donc, vous aurez un lexique avec... parce que quelquefois, tous ces mots, quand même, ça peut faire peur. Même si je remarque quand même, privilège de président, hein, je fais des commentaires en direct, c'est que la sémantique est intéressante entre la machine et l'humain. La sémantique est la même. Apprentissage, langage, voilà. Donc, c'est rassurant, perturbant, hein. Donc, bon, mais voilà. Donc, je vous invite grandement à regarder ce lexique. Et anecdote, il a été fait comment? Avec ChatGPT. C'est intéressant. Donc, bien sûr, patte humaine quand même, ne vous inquiétez pas, qui a revu, mais c'est intéressant d'avoir fait cet exercice. Et sur le site, je crois, on trouve même, alors je ne sais pas si grâce au QR code, mais en tout cas sur le site, c'est sûr, on trouve même le prompt qu'ils ont utilisé. Donc, ça vous donnera une idée. Et donc, prompter, c'est mon nouveau mot, j'adore. Et le rag, alors là, Thomas, nous allons raguer ensemble. On va raguer, ouais. On va raguer. On n'a pas fini de raguer, ouais. Ouais, bon, alors voilà. Je vous laisse avec Thomas. Ah, il n'y a pas d'hallucination? Oui, ça me perturbe beaucoup, les hallucinations. Merci Soumi. Du coup, je vais me permettre d'utiliser les termes que vous avez, pour certains, découverts. C'est vrai qu'on est obligé de plonger un petit peu dans ces anglicismes. Merci à Jury Connexion pour son invitation. Moi, je navigue beaucoup dans Open Law, Adige, droit.org, et c'est un peu notre cousine. Et je suis toujours très heureux de retrouver la grande famille Jury Connexion avec beaucoup de bienveillance. Et ça permet, comme je viens après tous les 5 ans, ça permet toujours de prendre un peu de recul. Tout d'abord, moi, quand on parlait de famille, je me suis marié. Je n'ai toujours pas d'alliance, mais vous voyez, Séraphin Légal, comme c'est un peu la mode en ce moment dans l'écosystème, on s'est rapproché d'une cousine également qui s'appelle Imosheim. Vous avez le directeur juridique dans la salle. Il peut lever la main, il est tout au fond. C'est un juriste augmenté, bien sûr, comme directeur juridique, puisqu'il est également notre directeur des opérations, Irvine Baron. Et donc, on a créé le nouvel ensemble MyLegitech, dont je suis l'heureux directeur de l'innovation. Donc, je vais vous présenter un petit retour sur quelqu'un qui adore innover dans le droit. Et forcément, là, on a un super terrain de jeu avec l'IA générative. Donc, je vais vous présenter 2 cas d'usage autour de ces IA génératives sur un sujet que je commence à bien connaître puisque je le pratique depuis 7 ans, qui est les contrats. Et un sujet, je pense, qui vous intéresse tous sur comment innover avec la veille juridique. Et je remercie la BPCE également dans la salle, je crois, Philippe, qui a accepté qu'on vous livre et qu'on vous partage nos réflexions de RD sur comment innover dans la veille juridique en 2023. Un petit mot d'abord, nous on a anticipé depuis assez longtemps cette évolution des métiers en recrutant des gens au carrefour des mathématiques et du juridique, en montant parfois avec Jean et maintenant Bertrand, le directeur de ce DU Transformation Digitale du Droit. On n'est pas les seuls, il y en a pas mal. Il y en a 2 dans la salle qu'on vient de recruter. Il y a surtout Ella Guémira, qui est notre responsable IA chez Séraphin et qui croise les mathématiques et le juridique. C'est très important cette évolution des compétences. Je crois que Philippe en reparlera tout à l'heure. Un petit constat, j'aime bien quand je vais vous voir faire un petit constat parce que ça évolue tellement vite. Le haut, ça n'a pas tellement évolué. Hein. On a toujours, quand on parle dans les milieux de big data, on dit nous les juristes, on a une particularité, c'est que tous les jours, on a un flux considérable du droit à saisir entre le JO européen, le JO français, la soft law. Donc il faut que la machine puisse digérer, appréhender ce droit. On a la chance, en tout cas nous Français, plus globalement en Europe, d'avoir l'excellent travail de la sphère publique, que j'ai eu la chance de mener aux côtés d'Emmanuel, qui intervient tout à l'heure à la DILA, mais également ce que fait la Cour de cassation maintenant. Et donc on part avec des données déjà très très riches avant de nourrir nos IA. Et puis j'observe, est-ce que vous pouvez lever là dans la salle les gens qui sont en autonomie pour collecter leurs données juridiques publiques ouvertes et les traiter, ceux qui sont des directions juridiques, des cabinets d'avocats qui sont en autonomie?
Eh bien oui, vous n'êtes pas très nombreux, puisque quand nous avions ouvert les données avec Emmanuel le 1er juillet 2014, on pensait que tout le monde allait développer ses scrappers, ses crawlers, aller enrichir ces données. Et finalement, on constate encore la place prépondérante des éditeurs juridiques. Très souvent, des DJ, des cabinets d'avocats se rendent compte qu'ils achètent des données qui sont traitées par l'éditeur. L'éditeur, c'est la doctrine, mais c'est quelque chose aussi qui n'a pas tellement évolué finalement en 10 ans. Et puis enfin, les modèles de machine learning sur le juridique, c'est vrai que c'est quelque chose de très particulier. Il y a beaucoup de choses en open source, mais quand on traite d'autres matières, il faut des juristes, j'en parlais tout à l'heure, un peu mixtes. On aime bien le nom, nous, de dresseurs d'IA. Et dans la salle, j'en ai 3 qu'on a formés qui travaillent maintenant pour nous. Un petit point particulier quand même sur des choses plus récentes, on constate l'arrivée vraiment de la compliance de l'IA, avec Pascal Alix, on a beaucoup travaillé là-dessus, avec Christophe Rocky au sein de le nouveau métier de juriste manager éthique juridique de la donnée, les digital ethic officers, délégués à l'éthique numérique en français. On a beaucoup travaillé là-dessus. Le scrapping, oui, mais scrapping légal. On en parle beaucoup, moi, en tant qu'auteur universitaire, comment demain je vais consacrer à SUMI un opt-in, un opt-out, un opt-in sur certaines conditions, et quand je vais venir dans les bases de métadonnées des éditeurs, quelles seront mes conditions fixées par moi-même, l'auteur, pour pouvoir être utilisé dans une IA générative. Et elle en parlait, SUMI, et ça c'est quelque chose où on va raguer. On va raguer parce que je vois partout les grandes directions juridiques, les cabinets d'avocats, on est quand même obsédés par le risque d'hallucination dans notre domaine juridique. Et c'est vrai que tout le monde a tendance à se dire, si je pouvais consigner la recherche sur mon périmètre de données, d'abord mon périmètre de données interne, le besoin de legal data lake, tout ça, des sources qualifiées, notamment les sources de doctrine des éditeurs, et si je pouvais ensuite renvoyer ce search, ce résultat à une IA générative qui va me permettre de pondre un résultat. C'est ce schéma que vous voyez, par exemple, que propose Amazon. Ce qui a vraiment de toujours très présent, c'est cette dichotomie entre information publique, disponible, et privée. Et je crois véritablement que nous, juristes, nous avons besoin d'IA générative sur mesure, que chaque DJ, chaque cabinet d'avocat va créer sa propre IA à partir de ses données privées et avec l'aide de communs, bien sûr, qui sont plus que jamais des sujets d'actualité. Alors, 2 cas d'usage. D'abord, sur les contrats. Alors, sur les contrats, ça fait quelques années déjà qu'on s'est dit comment structurer en amont la création de données juridiques privées. Donc on a un certain nombre à avoir travaillé sur des éditeurs no-code, d'avoir permis à des praticiens du droit de créer des petits algorithmes juridiques en définant quelles sont les variables, quelles sont les conditions, quelles sont les données qu'au stade de la génération d'un contrat ou d'un jugement ou du legal opinion, je vais préstructurer en amont. Moi, j'ai d'abord confiance dans le juriste. Et ce juriste augmenté qu'on préfigure chez Séraphin depuis 2016, on l'a vraiment concrétisé aujourd'hui dans cette capacité pour les juristes à créer des algorithmes juridiques. J'ai encore cette année 4 promos d'étudiants qui sont en train de se former et concourir pour la certification de juriste codeur. Il faut qu'on change de nom d'ailleurs, parce que le juriste codeur, il ne code pas du tout. Il est juste capable de créer des algorithmes juridiques. Et quand on va générer des documents juridiques, la data va être préformatée. Et forcément, c'est de la data sur laquelle je peux avoir confiance. Ce patrimoine, nous, par exemple, on a une démarche où, chez les clients, ça leur appartient, les algorithmes juridiques. On va former des directions juridiques, ou alors elles vont passer par nous. Le patrimoine algorithmique juridique leur appartient. Ça va être un prérequis très intéressant quand on va commencer à travailler sur leur propre IA, sur le machine learning, etc. Et on le constate au quotidien. On propose aussi, nous, à certains clients de rentrer plus dans les communs, de partager certains algorithmes et du coup de payer moins cher forcément. Soit je partage, soit je paye et je m'approprie ce patrimoine algorithmique. Quelques exemples rapidement où, et on n'est pas les seuls, et on a une soirée ce soir avec le SAC Montesquieu où on a des énigmes à proposer aux directeurs juridiques et ils vont utiliser l'IA pour essayer d'aller plus vite. Des choses, vraiment le mariage du juriste et de la machine est intéressant sur les contrats. Par exemple, sur les clausiers, alors là je reviens à la gestion documentaire, on est très très loin, même dans les grandes directions juridiques. Évidemment, la vision optimale, c'est de pouvoir avoir des robots qui crawlent, qui scrapent quelles sont les évolutions du droit et que je mette à jour de manière très dynamique mes clausiers pour que les contrats générés le lendemain de l'apparition au JO soient à jour du droit positif et je vais manager mes risques. Maintenant, on peut avoir des gestions beaucoup plus dynamiques de clausiers avec notamment les IA génératives. On peut avoir effectivement au stade de la vie du contrat, moi je constate que le contrat devient un instrument vivant
où je vais pouvoir, tu en parlais, drafter les contrats. Donc je vais pouvoir interroger l'IA générative sur quels sont mes contrats qui arrivent le mois prochain. Est-ce que tu peux me proposer des avenants? Est-ce que tu peux me sortir telle ou telle information? D'autres cas d'usage, bien sûr, tout ce qui va concerner la mise en œuvre des contrats. Alors là, on rejoint plus les moteurs de règles, mais effectivement, l'IA générative peut m'y aider. Et puis, l'aide à la compliance, parce que j'en parlais tout à l'heure, et c'est là le lien que je fais avec le deuxième cas d'usage, c'est que nous, en tant qu'éditeur CLM, Contract Lifecycle Management, on a besoin aussi de permettre à nos clients de digérer le droit positif qui les concerne dans leur matière pour faire matcher le patrimoine de données juridiques internes, privées, par exemple le patrimoine des contrats, avec ce droit positif qui évolue très vite pour pouvoir notamment détecter les risques et les mentions obligatoires. Et c'est là ce projet RD que je vous livre, sur lequel nous avons d'abord travaillé avec un cabinet avocat qui s'appelle Colom, qui est spécialisé dans les produits défectueux, dans les produits pas défectueux, ça c'est autre chose, la législation des produits. Il peut y en avoir. Et maintenant, la BPCE et d'autres qui sont en train de nous rejoindre dans une démarche très dynamique, très RD, que j'ai la chance de mener avec mon cher ami depuis 20 ans, Jean Gannot, qui se refuse à la retraite, et tant mieux, parce qu'on a besoin de lui sur ces sujets, et quelques autres startups. Sur la BPCE, on a commencé, donc c'est assez classique, on a un LegalOps au sein de la DG, et le LegalOps a une chargée de veille. Et donc, elle alimente les différents départements de la DG avec des produits de veille. On a commencé, bien sûr, on a créé un petit LegalBot et on a interrogé tous les destinataires de la veille sur leurs usages et leurs besoins. On a ressorti 2 grandes informations, 2 grands besoins. Le premier, et ce n'est pas nouveau, vous le connaissez tous, c'est un vieux rêve de Jury Connexion, je crois, c'est d'avoir le métamoteur. On a beaucoup de grandes directions juridiques qui ont maintenant plusieurs sources d'informations, plusieurs SaaS, plusieurs éditeurs, donc il faut pouvoir jongler d'un SaaS à l'autre. On a de l'information interne souvent sur laquelle je peux requêter de plus en plus avec l'émergence des Legal Data Lake, et donc le rêve du métamoteur. Ce n'est pas si simple. Et la deuxième, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir amener avec l'IA générative, avec ces fonctionnalités très, très directes, très spontanées. Il y a un schéma qui ressort beaucoup, j'aime bien le remontrer, c'est que finalement on distingue les bases de données internes. Alors on a des niveaux de maturité différentes. Nous, quand on structure la donnée contractuelle, on va alimenter, par exemple à la BPCE ou chez Orange, on va alimenter en fait comme ça le lac de données avec les données contractuelles. On a des données qui vont dans des SharePoint, on va avoir des données qui vont dans des logiciels de compliance, on va avoir des données qui vont dans les emails, on a toutes sortes de données qui sont en interne. On a les données externes. Donc là, on a peu d'autonomie encore dans les directions juridiques pour aller récupérer ces données elles-mêmes. Et dans les grands groupes, on l'a. Dans le groupe BPCE, par exemple, ils sont capables de le faire. Et puis les éditeurs, j'y reviendrai, la donnée n'est pas forcément ouverte en termes d'exploitation. En termes d'utilisation, oui, mais je ne vais pas forcément pouvoir l'exploiter dans mon environnement. Et puis on a les logiciels métiers. Il y a un projet qui est très intéressant en ce moment, qui est porté par l'AFJE, c'est OneClose. Ça oblige tous les éditeurs de software à dire maintenant, clause de réversibilité, de portabilité, vous allez ouvrir les robinets pour qu'on puisse consommer les données juridiques dans un environnement plus large, Legal Data Lake, sur laquelle on va mettre des produits de veille juridique, des produits de rédaction des contrats, etc. Mais c'est un patrimoine numérique, c'est une vision sur laquelle vous devez pouvoir vous projeter, et je sais qu'on en est encore très loin, et d'où les RAG. Les RAG, c'est une architecture particulièrement adaptée à ça. Je ne résiste pas à l'envie de vous partager cette petite enquête qu'on a menée auprès de tous les grands éditeurs de ce pays. Donc vous voyez sous un extrait de ce courrier que j'ai écrit en tant que consultant de BPCE vers tous les grands éditeurs, et je remercie ceux qui sont dans la salle de nous avoir répondu. Je les rassure tout de suite, je ne dévoilerai pas leurs réponses. Mais on leur a dit, puisque mon client, en fait, de plus en plus, il veut réutiliser les informations comprises dans l'abonnement, est-ce qu'on ne pourrait pas commencer à avoir des web services, des API? Pas évident quand même. C'est une petite... c'est un gros pavé dans la mare, c'est vrai, on l'a constaté. J'en citerai un qui a anticipé ça pas mal, c'est Lexbase. On sait que Lexbase a toujours été assez précurseur là-dessus. Ils ont tous entamé la réflexion, mais ça pose énormément de sujets, évidemment en termes juridiques, par rapport au droit d'auteur, mais également aussi en termes de modèle économique, puisque forcément, si demain vous payez une licence d'utilisation sur le SaaS avec X utilisateurs,
C'est très différent si demain vous prenez une licence d'exploitation pour consommer de la donnée dans un legal data lake et avec tout un tas d'usages que vous allez faire de votre côté. C'est très très différent. Finalement, on a posé quelques premières réponses et je citerai cette fois-ci ELS, par exemple, qui nous a dit en tant qu'abonné de ELS, vous avez un fil RSS, vous pouvez déjà l'exploiter. C'est intéressant parce qu'effectivement, je vais continuer à avoir ma consommation sur l'outil, mais dans ma newsletter que je vais pusher aux utilisateurs, je vais pouvoir valoriser mon abonnement, quitte à revenir sur l'environnement de ELS. On a cherché à découper en termes métiers. On s'est dit, OK, on va aller vers une veille augmentée. Une veille, alors à 3, 4, 5.0, c'est vous qui me direz, je ne sais plus. Mais on a essayé de regarder les grandes tâches et ce que va faire l'IA demain et quelles vont être les compétences du Head of Information. Donc sur la collecte, effectivement, on a vu que là, ce n'est pas vraiment de l'IA qui est utile, mais c'est les technologies bien connues du crawling, du scrapping, de l'agrégation. Sur la normalisation, là, on a identifié un besoin de commun, et je salue Stéphane Roux et tout le travail de droit.org dans la salle, de normalisation des fils RSS, des sources publiques. Ce travail, à mon sens, ne peut pas être mené par les éditeurs eux-mêmes. L'État y contribue largement, mais on a besoin de quelque chose d'autre, et sans doute les associations peuvent y contribuer. L'enrichissement, évidemment, l'IA fait énormément de choses, mais l'humain, bien sûr, dans la vérification des tags, dans vraiment le knowledge management, l'enrichissement par article, beaucoup de choses qu'on peut travailler. Et puis l'exploitation sous toutes ses formes. Ici, vous avez un exemple de plateforme qu'on a pu faire sur un cabinet avocat qui est tout simplement, alors ce n'est pas du produit SaaS, c'est vraiment, encore une fois, c'est quel est le patrimoine numérique de données dont tu as besoin, et par-dessus, je vais développer des services, des fonctionnalités, qu'on a largement listé. On connaît un peu les fonctionnalités à l'état de l'art dont on a besoin pour une veille juridique 3.0. Et finalement, on va pouvoir travailler avec des sociétés d'intégration qui vont contribuer dans les communs et qui vont à la fois permettre à des cabinets d'avocats, des directions juridiques de créer leur métamoteur, leur veille sur mesure. En tout cas, on y va tout droit. On a encore quelques résistances, mais vous êtes les bienvenus pour rejoindre ces initiatives. Je suis content de voir que je vais tenir le temps. Au final, je voudrais, vous savez que je suis toujours, moi, entre trois mondes. Le monde public, qui est mon parcours. J'ai passé 15 ans au ministère de la Justice et à la DILA. Je suis censé retourner à la DILA dans 2 ans, n'est-ce pas, Emmanuel ? Je suis toujours inscrit. Et puis, le privé, où on innove peut-être plus vite, dans le monde start-up, etc., et le monde universitaire. Et toujours sensible à ces biens communs, qu'est-ce qu'on pourrait mettre entre nous ? Et surtout sur l'IA, on a un enjeu aussi de droit continental, de rayonnement. Nous, on l'a bien vu dans l'algorithmie, dans ce qu'on peut faire. C'est assez différent. Et j'ai beaucoup développé l'Eurafrique, parce que c'est vrai qu'avec des pays, par exemple, de même tradition que la nôtre, on a des défis techniques identiques. Et donc, ces biens communs, je vous les ai listés là. Je vais commencer sur la droite. Là, on parlerait mieux que moi, mais quand on parle d'IA, on ressuscite en fait des choses qu'on va mieux faire ensemble. Je parlais avec ma consoeur d'Ordalie ce midi en déjeunant. Qu'est-ce que tu fine-tunes en ce moment comme LLM ? Évidemment, si elle fine-tune du Mistral ou du GPT-4 sur des données juridiques en droit de la concurrence, ça va m'intéresser. Si on fait la même chose, on va peut-être mutualiser ces fichiers plutôt que les faire chacun de notre côté. On est quand même tout petit par rapport aux acteurs que montrait Sumi tout à l'heure. Des ontologies. On a besoin, avant de faire parler de les contrats, de pouvoir constituer des ontologies. Alors, on en parlait au JEJ pour certains qui connaissent il y a 15 ans, 20 ans. Ça redevient vraiment un sujet d'actualité. Les référentiels d'évaluation. On y réfléchit beaucoup avec Pascal Alix et avec le labo de Christophe Rocky, un Augmented Law Institute que j'ai rejoint. Comment, en fait, on va tester les niveaux d'hallucination des différents LLM sur nos matières juridiques. Sans doute que Mistral sera peut-être meilleur sur le droit au licenciement collectif que un LLM saoudien ou chinois, j'en sais rien. Donc on va aussi beaucoup travailler là-dessus sur la compliance et puis l'évaluer. Donc ça, c'est tous des process à mettre en place. Il faut que des juristes s'y collent, fassent des tests, évaluent la véracité des résultats. Et puis je ne vous parle même pas j'appelle ça le RGIA, moi, et pas l'IA Act. Mais toutes ces personnes, vous avez connu le DPO, vous allez connaître le DIO. Alors ceux qui ont des budgets, ça va coûter assez cher, parce que la conformité, c'est pas seulement ceux qui fabriquent de l'IA, c'est tous ceux qui utilisent l'IA, comme vous le savez. Et il va falloir se mettre d'accord sur ce qu'on évalue, comment on manage les risques, etc. Avec la question prégnante de la traçabilité des données réutilisées. Et enfin,
Finalement, on y revient des choses qu'on ferait mieux nous-mêmes. Je vous le donne en avant-première, en accord avec Jean et avec Bertrand. On va ressusciter droit.org. Droit.org qui était l'historique, qui était même avant OpenLaw, en même temps que la DIGE, qui avait cette particularité d'avoir plutôt des juristes vraiment de l'informatique juridique avec des grands anciens, que je ne citerai pas, mais qui avaient la particularité de nourrir des GitHub, de faire vraiment des choses concrètes techniquement. Et il y a un commun qui vit plutôt bien, que Stéphane entretient un peu au quotidien, de nous on se sert, c'est effectivement la capacité de droit.org à normaliser les flux RSS publics. Si vous n'avez rien du tout, vous ne voulez pas le développer, vous pouvez partir déjà du commun et vous allez voir déjà qu'il y a certaines choses, il faut mieux passer par droit.org que parfois aller en direct, aller récupérer des API ou des fichiers. Effectivement, les flux payants des éditeurs, on a commencé le dialogue avec chacun entre eux. Il y aura aussi un travail de normalisation, il y aura aussi un travail de référentiel de métadonnées. Certains sont plus avancés que d'autres. Je sais que dans les grandes maisons d'édition, c'est un sujet de standardisation de ces métadonnées, mais il faut pouvoir aussi les faire travailler ensemble et travailler par filière. Je vois par exemple dans le monde bancaire, qui est très avancé, Philippe vous en parlera peut-être tout à l'heure, il y a cette volonté aussi de mutualiser un certain nombre de biens communs numériques à l'ère de l'IA. Il y a des choses qu'on fera peut-être mieux ensemble, DJ bancaires, que chacun de notre côté. Et puis, il y a un enjeu d'investissement considérable. Les legal tech, comme nous, les DJ, les cabinets d'avocats, on a tous quand même des moyens d'investissement assez limités. À un moment, il va peut-être falloir, en aménageant des gouvernances juridiques innovantes, mutualiser un peu d'investissement. On a beaucoup de chance. L'État, par la BPI, et l'Europe sont là, attendent que ça pour nous financer. Et il n'y a pas que Mistral qui va être financé. Et puis enfin, suivre effectivement, et pour moi, et je conclurai là-dessus, c'est très important, et pour moi c'est le cœur du changement aussi bien dans les contrats que la veille, c'est que fait-on de ces données ? C'est pas seulement envoyer l'information, et on l'a vu à la BPCE, le documentaliste il envoie l'information, mais il a peu de retours, de feedback sur comment elle est traitée. Nous on a le même sujet sur les contrats. Et en fait ce qui est vraiment, je trouve, innovant, avec l'arrivée, vous savez, dans la compliance, souvent on a les normes, la norme Sapin 2 avec les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et qu'est-ce que je dois changer ? Parce que j'ai eu cette information. Donc, qu'est-ce que je vais changer dans ma norme de compliance ? Mon contrat, j'ai tel clausier qui n'est plus à jour parce que la Commission européenne, dans un guideline sur le RGIA, a proposé une nouvelle clause type. Et en fait, ça, c'est très intéressant parce que je vais encore aller plus loin et faire vivre et comprendre l'utilité de l'information que je pousse. Et puis, j'ai une autre gestion documentaire à faire. C'est par exemple ma Contratech et mes normes de compliance. Donc ça, c'est un nouveau challenge pour nous. Donc, juriste augmenté, documentaliste augmenté, welcome. Merci à tous. Merci d'avoir tenu le temps, bravo. Tout à fait. Je disais juste que comme je dois partir au Sac Montesquieu, je ne serai pas au pot, mais Ella Guémira, si tu peux lever la main. Voilà, Ella Guémira, qui est notre responsable IA à Mail Legitech, sera présente tout à l'heure, si vous voulez enchaîner. Tout à fait, avec plaisir. Oui. Merci. Alors, ce que je retiens, c'est cette idée intéressante des communs et des spécifiques. Et les communs sont encore à inventer, finalement. Il y en a quelques-uns, mais enfin voilà. Donc en fait, on est en chemin, quoi. C'est ça que je voulais dire, c'est que tout n'est pas fixé. Il y a des choses qui existent, et on est en chemin, et il y a des process, et il y a de la normalisation. Donc je trouve ça intéressant, parce que les médias, ils nous vendent... Les médias, je les connais bien. Enfin, ouais. Les médias, ils nous vendent un truc qui est déjà tout fait. Eh ben non. Donc chacun, ici, on va contribuer un petit peu. C'est génial, non ? Michel. Non, quelle est la suite ? Qui accueille ? Alors, nous allons accueillir Léa Fleury pour Ordalie. Je vais juste mettre en mode en plein écran. Oui, on a trouvé intéressant de vous mettre des témoignages, même si nos précédents intervenants ont parlé de cas d'usage, ont présenté des exemples. Eh bien là, on va aller encore un peu plus loin. Parfait. Alors, en direct du Cambouis. Je ne connaissais pas, c'est pas mal, hein, en direct du Cambouis. On va juste changer d'ordinateur pour permettre à Léa de faire une démo. Ah oui, on va avoir droit à une démonstration d'Ordalie, c'est ça ? Voilà. Carrément.
On en rêvait. Oui, c'est quelque chose finalement auquel je crois beaucoup, c'est qu'il faut essayer. Et je pense qu'on aura moins peur du truc si on essaye. Alors on peut essayer ChatGPT à la maison. Moi je fais faire à la version gratuite des communiqués de presse, mais vous pouvez faire des tas de trucs, les résumés, etc. Avec des choses de la vie courante, j'allais dire. Et donc je pense qu'effectivement avoir la chance comme ça de voir en direct quelque chose, et j'espère que d'autres acteurs, des cabinets d'avocats qui ont fait des essais, des éditeurs et tout, pouvoir un peu expérimenter, ça va peut-être nous donner aussi la maîtrise. Alors, je dis peut-être des trucs qui vous semblent d'une banalité affligeante, mais enfin moi je me suis dit tiens, essayer, c'est pas que c'est l'adopter, mais enfin avant il va falloir quand même se dire que j'en aurais moins peur parce que je l'aurais visualisé, pratiqué, et du coup j'en connaîtrais entre guillemets les biais et peut-être les hallucinations. À vous, Léa. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Léa Fleury, donc la cofondatrice d'Ordalie, donc une de ces fameuses IA génératives juridiques. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de vous faire rapidement une petite présentation du projet et ensuite faire une démo, donc pour entrer dans le vif du sujet. Je vais rapidement me présenter. Donc, je suis juriste de formation. J'ai ensuite intégré l'ESSEC. J'ai bossé en cabinet d'avocat. Moi, j'étais en fusion-acquisition chez Solegal et ensuite Baker McKenzie. Et c'est là un petit peu que les prémices d'Ordalie sont nées, puisqu'il y avait pas mal de choses qui pouvaient être automatisées, des pouvoirs d'avocat, des statuts à 3 heures du matin, évidemment. Donc du coup, c'était plutôt bien de pouvoir avoir un outil comme ça. Il n'y avait pas encore ce déclic technologique, donc c'est un petit peu laissé lettre morte. Et après, donc début 2023, avec donc tout l'avènement de ChatGPT, toute cette vague IA, ça a été plus facile. Donc je me suis associée avec mon CTO qui lui s'occupe de la partie tech, et moi je m'occupe plutôt de la partie donc commerciale et co-construction du produit au niveau juridique. Donc c'est moi qui vais râler quand les réponses ne sont pas convenables et qui va tout faire refaire. Donc c'est un peu voilà. Donc Ordalie, nous, notre mission en fait, c'est vraiment pouvoir simplifier le droit en fait, faire un vrai nettoyage de la data légale pour la structurer et ensuite permettre de gagner en productivité grâce à ça finalement. Donc c'est vraiment rendre le droit plus clair pour aller beaucoup plus vite sur certaines tâches. Notamment, nous, on a vu donc la recherche juridique et tout ce qui est génération de contrats, rédaction de contrats. On a beaucoup travaillé sur le use case de la recherche juridique, justement. Ça vient plutôt de mon expérience personnelle, mais l'idée, c'est vraiment de dire sur des cas de recherche, il y a plusieurs étapes. Il y a une première étape d'identification de la problématique juridique, voire de déstructuration de la problématique en plusieurs petites problématiques. Ensuite, on va chercher dans une data qui est extrêmement morcelée quand même, avec les codes, la doctrine, la jurisprudence. Donc ça prend du temps quand même. Et ensuite, il y a tout un travail donc, de structuration de cette donnée pour ensuite créer des mémos. Donc ça prend, moi en tout cas, ça prenait une grande majorité de mon temps. Et en fait, le pari qu'on fait avec l'IA, le pari, c'est plus un pari puisqu'on l'a fait, mais c'est vraiment de mutualiser toutes ces étapes. Et l'IA va venir en fait identifier, déstructurer la problématique juridique. Elle va aller beaucoup plus rapidement que moi chercher les informations qui sont les plus pertinentes et les plus précises pour répondre à la question. Et après, et c'est là aussi la différence avec un moteur de recherche par exemple, elle va venir structurer la réponse et la rédiger. Et ça prend vraiment quelques minutes. Et nous, en fait, on en vient un peu au vif du sujet, on fait encore face à de nombreux enjeux. Donc un premier enjeu de confidentialité des données, forcément. Vous êtes juriste, donc vous avez des obligations de déontologie. Nous, on fait face vraiment à toute cette partie de créer un environnement informatique qui va être cloisonné. On ne peut pas se permettre d'avoir quelque chose de poreux. Et donc, il faut vraiment créer des serveurs et des environnements qui vont empêcher une fuite de données. Et le deuxième enjeu, et ça c'est mon sujet préféré, ça va être la fiabilité des réponses. Et ça, c'est quand même pas une mince affaire. Et nous, chez Ordalie, donc pour essayer de pallier plutôt pour
réussir ce challenge, on co-construit avec des grands cabinets d'avocats, donc justement pour avoir ce côté testing, ces retours d'expérience. Et deuxième chose, et en fait ça me permet de faire la transition avec une question qui m'est souvent posée, c'est pourquoi utiliser une IA générative juridique, donc par exemple comme Ordali ou une autre, plutôt que ChatGPT tout simplement, en fait. C'est un petit peu le même concept. Et donc ça, on en vient au problème d'hallucination et donc au problème de fiabilité des réponses. Donc pour vous expliquer, ChatGPT, on va lui poser une question, c'est un modèle de langue, donc c'est pas du tout un modèle de connaissance. Comme disait Sumi tout à l'heure, c'est la probabilité. Il va mettre des mots bout à bout en fonction de ce qui lui paraît le plus probable, sans vraiment se poser la question de la véracité de l'information. Donc c'est comme ça, on peut très bien finir comme l'avocat aux États-Unis qui s'est fait radier du barreau d'ailleurs, qui pour avoir inventé des jurisprudences. Et donc justement, c'est le risque. Et nous, c'est ce qu'on vient faire justement avec Ordali, pallier ce risque pour une meilleure fiabilité des réponses en créant à côté de ça nos propres modèles d'IA. Bon, faut pas trop se fier au schéma qui est pas très correct, hein, il est vraiment ultra simplifié, mais l'idée c'est de dire qu'on va créer des modèles qui sont spécialisés en droit, donc avec des bases vectorisées, donc avec de la proximité sémantique, et à côté de ça on va créer des by-encoder, cross-encoder, donc des modèles d'embedding qui eux vont venir chercher les réponses les plus précises et les plus pertinentes pour ensuite les transmettre au LLM. Voilà, on ne voit pas forcément, mais il y a en fait une multitude d'interactions entre les LLM, entre les modèles d'embedding, et ensuite le LLM vient nous servir à structurer la réponse. Et donc ça, c'est super important parce que c'est ce qui va nous permettre d'éviter ce problème d'hallucination. Parce qu'on vient apporter la connaissance, alors que le LLM, lui, va être très bon pour faire des poèmes ou écrire des mails. Donc si vous voulez écrire des poèmes à vos clients, il n'y a pas de souci, vous pouvez utiliser ChatGPT, mais pour des questions juridiques, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà. Et donc maintenant, ce que je vous propose, s'il n'y a pas de questions, c'est de passer à la pratique et de vous montrer, nous, ce qu'on développe depuis presque un an maintenant. Donc voilà, ça c'est Ordali. Donc on a deux versants. Donc un premier versant qui va être vraiment axé sur la recherche juridique. Et donc l'idée, c'est vraiment de poser sa question en langage naturel. Il n'y a pas forcément besoin de jargon juridique, même si je pense que vous l'avez quand même. Et donc là, je vais lui poser une question, par exemple. Et donc là, l'idée, c'est de poser sa question, et Ordali vient chercher en fait dans les centaines de milliers de sources qu'on lui donne pour répondre à la question de la manière la plus précise et pertinente possible. Et notre cheval de bataille, nous, vraiment, c'était de pouvoir, justement, bon là, c'est un petit peu tôt, il faut que je la laisse finir de parler, mais c'était de pouvoir, justement, citer toutes nos sources pour justement pouvoir garder le contrôle et éviter en fait cet effet boîte noire de l'intelligence artificielle. Donc nous, ce qu'on permet de faire, ça va être de cliquer sur la source primaire en fait, d'avoir l'article dans son entièreté, également de pouvoir avoir le contexte de l'article, donc dans quel chapitre il a été rédigé, dans quelle section, etc. Donc pour avoir le contexte de l'article et pour pouvoir évidemment approfondir sa réponse si besoin. On a également, on cite évidemment le plus possible la jurisprudence pour avoir des cas pratiques avec un résumé et toujours cette idée d'avoir le texte en entier pour aller chercher la source et garder le contrôle sur les informations et comprendre comment l'IA a mené son raisonnement. Donc voilà, donc on a... Oui. Très bonne question, justement. Non, alors nous, justement, par exemple, avec ChatGPT, il y aura besoin de ce prompting. Tu es avocat, un expert juridique. Et en fait, nous, on n'a pas besoin parce que ce travail-là, il est déjà fait en amont.
en plus de nos autres modèles, pour éviter justement de mettre ce contexte en plus. Et en fait, l'idée, c'est vraiment... l'idée du prompting, c'est vraiment de pouvoir augmenter la fiabilité de l'outil. Nous, si on a déjà fait ce travail en amont avec nos autres modèles d'IA, il n'y a pas besoin de faire ce prompting-là. Donc voilà. Et ensuite, à côté de ça, on a donc un deuxième versant. C'est un prompting qui est déjà pro, en fait. C'est ça. Voilà. On a des modèles et après, il y a aussi du prompt engineering. Donc, l'utilisateur n'a pas besoin de le faire. Et donc, le deuxième versant, donc, ça va être plutôt un versant de génération automatique de modèles de contrat, la synthèse de documents, de l'analyse de documents. C'est un versant qui est un petit peu plus jeune pour nous, mais l'idée, c'est de pouvoir générer automatiquement un modèle. Donc là, par exemple, je vais lui dire, rédige-moi. Hop. On génère un brief. Elle va prendre... Bon, là, je n'ai pas donné de contexte, mais l'idée, c'est qu'elle prenne en compte le contexte, etc. Et après ça, donc, elle va structurer le document en fonction des différentes clauses. On peut évidemment bouger ces clauses ou les supprimer. On peut directement apporter des modifications ou des précisions, et ensuite on va générer le modèle de document qui sera généré automatiquement. Bon, là je passe assez vite sur cette partie, mais ça nous génère ce modèle-là. On a ensuite le document généré complètement. On peut absolument écrire dessus, donc là je peux écrire n'importe quoi dessus. On peut aussi le télécharger et travailler dessus sur Word. Et à côté de ça, on a deux fonctionnalités, donc une fonctionnalité résumée, une fonctionnalité interrogée. J'avais travaillé sur un modèle dessus, donc par exemple là je prends une jurisprudence, j'ai pas envie de la lire en entier, je peux la résumer en fonction de différents niveaux de complexité. Donc si on est forcément un professionnel du droit, on voudra peut-être un niveau d'exhaustivité un petit peu plus avancé que si on est un non-juriste. Donc là, si je demande un raisonnement néophyte, on aura quelque chose de beaucoup plus simplifié. Et enfin, on a une dernière fonctionnalité, donc qui est la fonctionnalité interroger. Et ça, interroger, ça va être permettre de poser des questions à son document. Donc si par exemple on a un mémo qui fait 200 pages, donc c'est plutôt pas mal de pouvoir le synthétiser en différents points, ou alors aller lui poser directement des questions. Là par exemple on est sur une jurisprudence, j'ai pas envie de lire le document en entier, je vais lui demander directement quel est le problème juridique posé, hop, et elle me répond. Et une chose que je n'ai pas précisée, en fonction des résumés ou en fonction des questions que je lui pose, je peux ensuite lui reposer de nouvelles questions ici et puis dialoguer un petit peu avec le document. Donc là, je vais lui laisser le temps de nous répondre. Mais voilà, pour le moment, ce sont les deux fonctionnalités qu'on a développées. Il y en a plein d'autres qui arrivent, notamment sur la veille juridique et la conformité. Et voilà, et en fait, on peut directement aller voir les différents passages cités. Dernière chose que je vous ai pas dit, on peut importer ses propres documents. Donc nous, on travaille avec des cabinets qui vont importer tout leur knowledge pour pouvoir travailler dessus, en fait, et pour pouvoir avoir sa donnée interne. Donc travailler sur ce côté génération de documents et également pouvoir apporter ses propres sources et travailler sur le côté recherche juridique et poser des questions ou faire des recherches sur ses propres sources. Voilà, s'il n'y a pas de questions. Waouh. Oui, vous m'entendez, ça y est. Emmanuel Cortés va nous parler de quoi alors? Alors, j'ai écouté Jean, il m'a dit l'informatique, ça marche jamais, alors on va pas en prendre. Donc j'ai préparé aucun support. Je vais sortir Super. des idées. C'est bien. On vit actuellement à la DILA sur le sujet. Voilà. Ouais, la techno, on en a assez. Avant la pause, là, on est fatigué. Allez. Voilà. Alors, d'abord, je tenais à vous remercier pour votre présentation, parce qu'il y a un an, on aurait aimé avoir ce type de présentation dans notre institution, honnêtement.
parce que tout le monde racontait un peu ce qu'il avait lu rapidement en arrivant par le métro. Et voilà, je trouve que c'est une très bonne référence. Et votre lexique, je l'ai renvoyé tout de suite en interne dans notre veille IA en disant voilà, il y a une mise à jour. On n'en avait pas une exhaustive comme cela. Donc merci pour tout votre travail. Alors, moi d'abord, j'apprécie, merci de m'avoir invité, puis je remercie que vous soyez tous là, parce qu'on a eu une panne de 5 minutes de Légifrance, donc au moins vous ne l'avez pas vu pendant ce temps-là. Donc merci d'être là aujourd'hui. Voilà, alors, plus sérieusement, donc moi... Ouais. Et c'est pour une mise à jour qui arrive en fin de semaine, là, qui va vous intéresser. Non, sérieusement, moi je travaille à la DILA, je suis responsable du centre d'appui à la production normative, c'est-à-dire que j'ai en responsabilité l'ensemble des outils de la chaîne régalienne, et maintenant aussi des données. L'action de consolidation va être gérée aussi directement par mes équipes. On réunit justement tout le métier. Plusieurs personnes parlaient, des gens techniques, des gens métiers. On les met maintenant tous ensemble. On essaie qu'ils aient de la double compétence pour être plus efficaces et mieux comprendre tous les bouts et aboutissants. Alors, à la DILA, il y a quelques années, nous, ce qui vous intéresse le plus, ce que vous utilisez plus, ce qui est utilisé par le site là, que j'ai vu, par le système, c'est l'action de consolidation. Parce que tout le monde est d'accord, le journal officiel, c'est bien, mais bon, voilà, hein, quand on a le brut et le modificatif, on est très content. Le consolider, c'est ce qui permet vraiment de travailler. Et donc, nous, on a des actions humaines, on en a plus d'une dizaine de personnes qui travaillent sur le sujet. Et l'objectif était comment améliorer le processus de consolidation. Comme vous le savez, il y a une part des textes non consolidés, ce qui pose un certain nombre de difficultés, plus un délai de consolidation. Par exemple, en début d'année, vu le volume de fin d'année, il y a toujours un décalage. Et donc, on s'était dit, allez, les choses de deep learning, on a plus de 20 ans de données, ça doit pouvoir apprendre et pouvoir nous aider. Donc, on a fait un POC. Mais alors maintenant, il y a quelques années, c'est intéressant, hein, pour vous donner quelques chiffres. Et donc, sur les 3 POC, il y en a 2 qui ont fonctionné. Ils avaient, en 50 jours de travail, 50% de réussite déjà. Donc, on était assez satisfaits et on s'est dit, on va l'industrialiser. Voilà. Mais finalement, de bout en bout, on passe en production dans 2 jours, non, semaine prochaine. Et finalement, on aura mis plus de 2 ans à le faire. Entre le moment où on a eu l'idée et le moment où on va le sortir, et donc vous le verrez sur Légifrance, il y aura 4 fois plus de liens dans le fond JORF, de liens croisés, parce qu'on va mieux identifier les cibles, et ça sera fait automatiquement, et les gens n'auront plus à le faire. Donc voilà, mais on a mis un temps assez important. Voilà. ChatGPT, vous l'avez tous dit, en novembre 2022, il sort, tout le monde regarde un peu, puis quand on voit que ça commence à marcher sur certains domaines, tout le monde prend peur. J'ai un fournisseur qui me dit « Ouh là là, nous on travaillait sur des choses spécialisées, mais là, ça va casser mon métier. Quoi. Si on n'y est pas, dans 2 ans, on a disparu. » Voilà. Et donc, nous, au sein de la DILA, on s'est dit quand même, notre but, c'est de diffuser le droit, diffuser l'information administrative et comment on accompagne les gens. Il y a énormément de questions, on a un nombre de sollicitations importantes. Je ne sais pas si vous avez vu les dernières fiches, service public, c'est plus de 600 millions de visites. Donc, il y a quand même une masse de consultations assez importante. Légifrance, on a fini à plus de 150 millions. Et donc, c'est comment on fait. Et donc, la première chose qu'on a voulu faire, c'est refaire un chatbot qui marche. Il y a 3 ans, on avait essayé sur service public. Bon, on avait essayé, voilà. Hein, on avait vu, on a été content, on était reparti. Et bien là, on a refait un petit POC, et là, on n'a pas mis 3 ans, mais en moins de 3 mois, on a quelque chose qui s'est mis à marcher. Et là, vu qu'on l'a fait chez nous, on a mis nos données dans nos propres data centers, bien souverains, avec que les données de service public. On a vu déjà de bons résultats. Alors, pour vous donner l'expérience, si vous le faites, il y a eu quelque chose d'extrêmement intéressant. Au début, les agents qui répondent aux usagers, ils ont voulu que la machine reproduise exactement leur type de réponse. Alors bien sûr avec de la bienveillance, tout cela, mais ils voulaient que ça se rédige automatiquement. Donc ils ont prompté, ils ont fine-tuné, voilà, ils en ont fait le maximum. Et puis ChatGPT, je ne sais pas, combien de personnes utilisent ChatGPT, personnel ou professionnel? D'accord? Et combien utilisent les GPTs pour faire les prompts personnalisés? Voilà, ça diminue un peu, voilà, très intéressant. Donc on s'est amusé, dès que les GPT sont sortis, on s'est dit, voilà, on est en train de faire notre POC avec du monde et tout, et on va essayer, voilà. On a pris un GPT, on lui a dit, tu utilises que service public, tu ne parles qu'à français et tu me donnes les références des pages que tu utilises pour faire la réponse. Bon. Honnêtement, 80%, c'était bon. Et on avait mis que 3 lignes pour un abonnement à 20 € par mois, je crois, à l'heure actuelle. Voilà. Là, ça nous posait une question, parce que le POC, il nous coûtait largement plus cher, et en termes de délai, un peu plus. Voilà. Bon. Alors après, on est d'accord, c'est non souverain, on ne sait pas ce qui se passe dans la boutique, il démissionne, il revient, bon, il y a des jeux qui nous dépassent totalement. OK, mais voilà, ça nous a interpellés. Et à ce moment-là, mes collègues qui répondent à la messagerie ont dit « Ah oui !» Alors ChatGPT, d'accord, c'est très didactique hein, comme sa réponse, et parfois voilà, ça peut être plus mathématique que littéraire, mais c'était juste. Et donc là, ça a quand même interpellé, c'est-à-dire est-ce qu'on ne pourrait pas répondre différemment? Et est-ce que finalement, on veut vraiment que la machine réponde comme on répond à l'heure actuelle? Parce que le but, c'est d'amener la réponse à l'usager. Ce n'est pas obligatoirement de répondre comme on répondait avant. Et puis après, on a le débat en interne. Est-ce que c'est un outil d'aide pour nos agents pour répondre plus vite? Ou est-ce qu'on l'expose à l'extérieur? Comme vous le savez, l'administration elle est soumise aussi au droit mou.
Si on dit quelque chose de faux en interprétation, quelqu'un peut se retourner contre nous. Dernièrement, il y en a un qui a acheté une voiture un peu consommatrice de carbone et le simulateur s'est trompé et il a gagné. Voilà. Donc, il y a l'intérêt d'être extrêmement attentif là-dessus. Et donc là, on s'est reprojeté sur le taux d'erreur que produit notre chaîne humaine à l'heure actuelle sans l'IA. Il y en a. On sait tous qu'un système le plus optimisé, c'est quelques pourcents d'erreurs dans tous les cas. Donc au final, alors c'est une machine qui répond, ça pose d'autres problèmes, ça interroge plus de gens. Mais au final, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc nous, on est encore dans ce débat-là en interne. Donc certainement, on commencera en interne, mais après, l'idée, c'est de l'ouvrir. Pourquoi? Parce que le week-end et la nuit, nous, on ne répond pas. Donc on répond le lundi. La machine, jour, nuit, elle peut travailler. Voilà, donc on a ce type de réflexion. L'autre élément, c'est quand même, il faut nourrir ces machines-là. Donc on a fait une autre expérimentation, c'était les synthèses et résumés. Vous l'avez tous dit, dans tous les diagrammes, on voit c'est ce qui marche le mieux. Alors je vous rassure, on a eu un sujet qui a super bien marché, puis un autre qui n'a pas marché. Alors pourquoi il n'a pas marché? C'est souvent là qu'on apprend au mieux. Au final, les gens qui nous ont accompagnés n'avaient plus d'experts au moment où ils nous ont accompagnés. Pour différentes raisons, il n'y avait plus les experts. Et finalement, on voit bien qu'il y a un niveau d'expertise minimum à avoir pour y arriver. Ce n'est pas parce qu'il y a le GPT, il y a ce type de choses, ça n'a pas marché. Donc, comme tout bon POC, quand ça ne marche pas, on le met de côté. Et puis l'autre POC, il a été fait avec le DGFIP. Alors DGFIP, on est d'accord, c'est ceux qui identifient vos piscines, bientôt vos cabanons. Ils ont une scène culture. Voilà. Et donc, il y a un petit sujet pour le gouvernement, c'est les amendements parlementaires. En règle générale, ils ont 48 heures, 72 heures pour les instruire. Et on est d'accord, c'est de quelques dizaines à quelques dizaines de milliers. Voilà. Et ils ont comme règle, pour les traiter au plus rapidement, de générer des synthèses. Et jusqu'à présent, c'était des petites mains. Alors, je vous laisse imaginer la loi de finances. Voilà, ça tournicote. Voilà. Et donc, la DGFIP a pris les modèles d'un grand... donc, maintenant, j'appelle OGAFAM, pour ajouter OpenAI avec les GAFAM. Voilà. Ils ont pris un des modèles libres de OGAFAM qu'ils ont fine-tuné. Et après, ils se sont amusés à noter à l'aveugle les résumés faits par la machine, des résumés faits par les agents. Bon, la machine a 15,7 sur 20, les gens ont 16 sur 20, donc grosso modo, les gens ne voient pas la différence. Et c'est quand même des amendements sur le PLF, Vous voyez un peu le type de texte, c'est pas du tout compréhensible. Donc, on a décidé qu'à terme, on allait le plugger à l'outil. Mais nos collègues de GIFI ont dit, ouais, mais le PLF, quand même, il y a aussi un langage particulier, en plus très récurrent quand même. Et on a mis tous les derniers grands projets de loi, et ils ont fine-tuné, ils ont amélioré le modèle. Et on va pouvoir l'utiliser. Puis nous, on leur a dit, quand même, il y a un coût à faire tourner. Je donne un exemple d'idée pour donner un ordre de coût. Pour faire tourner le modèle, la première version, il fallait 8 GPU. 8 GPU en matériel, c'est 200 000 € d'achat déjà, rien que pour le faire tourner. Après une amélioration, ils sont tombés à 2 GPU. Voilà. Donc ils sont tombés à moins de 50 000. Intéressant, ils ont fait ça en 4 mois. Donc tout le monde, je crois, j'ai parlé avec quelqu'un d'autre qui a ça, il y a quand même une réduction du coût pour avoir le même résultat. Donc ça, à terme, on va le mettre en place, et donc ça servira à l'administration pour répondre au mieux à l'ensemble des amendements. Et puis, on a regardé les traductions, parce que quand même, il y a une attente forte. Si je prends sur service public, il y a un certain nombre de personnes qui ont besoin de faire des démarches et qui ont besoin d'avoir des traductions. On a déjà mis quelques pages en anglais, vous avez dû le voir, c'est un système privé que l'on a mis, qu'on a paramétré, mais alors très limité. Et là, on a échangé dernièrement avec nos collègues qui traduisent tous les textes européens à l'Union européenne, parce que c'est une vraie machine de guerre, voilà, c'est 2000 traducteurs. Et on leur a demandé quel processus ils avaient, parce que nous, très intéressés, on s'est dit, si ça marche super bien, on plug ça sur les sites, youpi, on aura tout. Et on aura toutes les langues européennes, déjà, ça couvrira bien. Et donc, ils ont un processus industriel exceptionnel. Et on leur a dit, voilà, mais avec l'outillage que vous avez réussi à produire, à optimiser, en plus, ils ont une masse de données traduites par des humains depuis des années, donc c'est extrêmement intéressant. Et on sait qu'ils ont embauché, entre autres, tous les traducteurs maltais anglais, par exemple, donc c'est intéressant que ça puisse être ouvert. Ils nous ont dit, voilà, anglais, français, français, anglais, la machine aide, voilà, mais 30% est encore corrigé par un traducteur. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas se permettre la moindre mauvaise interprétation dans la traduction. Donc, c'est 30% quand même français-anglais. Chaque langue, ils ont des coefficients différents. Et pour optimiser le résultat et réduire le coût des traductions, ils regardent, parce que beaucoup de textes sont déjà passés, ils regardent s'ils n'ont pas déjà des traductions existantes qui replongeraient. Voilà. Donc, on voit, ils font ça que sur les communiqués de presse, la traduction automatique, et ils le marquent explicitement, traduit par l'IA. Voilà, ils se sont permis de le faire. Voilà. Voilà. En tout cas, voilà.
qui mérite d'être amélioré. Nous, malgré tout, voilà, il y a une attente. Par exemple, il y a des discussions sur Légifrance il y a quelques années. On avait les traductions des codes, on les a enlevés. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient totalement obsolètes et on n'avait plus la capacité de les maintenir. Et à l'inverse, il y a une vraie attente. On a des demandes régulières et à juste titre. Et puis, c'est un autre moyen de mettre en avant l'ensemble des positions françaises. Donc voilà, donc on a ce type de réflexion, mais on voit que c'est encore un travail important. Un autre élément, lorsque justement nos collègues de l'Union européenne nous ont fait la présentation, j'avais une collègue qui avait du mal à comprendre l'anglais. Donc là, on avait Teams et on a activé la traduction automatique. Intéressant parce que on teste toutes les choses. Alors, honnêtement, il valait mieux laisser le sous-titrage en anglais, voilà, que la traduction en français, parce que parfois, quand même, c'est un peu à côté. Malgré tout, c'est vraiment en live. On l'a dans les abonnements, on n'a pas besoin de payer quelqu'un d'externe. Voilà, on voit quand même cette accélération-là, même si c'est vrai, je ne ferai pas une négociation à haute valeur avec ce type d'outil quand même. Voilà, C'est un assistant, quoi. C'est un assistant auquel il faut quand même contrôler. Voilà, la confiance n'exclue pas le contrôle, comme on dit. Voilà. Donc voilà. L'autre élément, c'est qu'en interne, on est en train de préparer le plan stratégique de la DILA pour 2027, et on s'interroge de tout l'usage de l'IA. C'est un peu tous les questionnements que vous avez. Et donc, évidemment, j'étais dans un groupe de travail avec mes collègues du RH et de la finance. Alors, quand le sujet arrive, ils se mettent en retrait, vous savez, un peu les bras croisés derrière. Et ils disent, oui, alors moi, RH, tu sais, l'IA, je ne suis pas prêt d'y aller. Alors, je dis, vous savez, là, les dernières conférences où je suis allé, les premiers qui demandent, c'est les RH, parce qu'entre le recrutement, de répondre à l'ensemble des employés, il y a une masse et c'est important. Par contre, c'est bien de ne pas dire que les gens ont 100 jours de congé, ça pourrait poser quelques problèmes à la fin quand même. Et mon collègue de la finance, je lui dis, tu sais, maintenant, il y a quand même des outils, je ne sais pas si tu as vu, tu envoies ton fichier Excel, ça te calcule un certain nombre de métriques et ça te lève souvent les aberrations qui peuvent te permettre de mieux contrôler nos dépenses. Voilà. Alors, il regardait, il dit, ouais, bon, voilà, faudra quand même voir. Voilà. Mais ça, c'est intéressant parce que ça touche l'intégralité des métiers. C'est-à-dire, pendant un temps, on perdait, les assistants, les secrétaires ont perdu à travers toutes les évolutions. Mais là, un certain nombre d'acteurs peuvent se trouver améliorés plus. Et puis, dans ces fameux ateliers, à un moment, notre directrice nous avait demandé un pitch pour décrire la DILA. Voilà. Alors, comme toujours, quand on demande dans ces moments-là de préparer, les gens, vous savez, ils préparent à moitié, ou quand ils prennent le métro, ils arrivent. Voilà. Et moi, vu que j'avais vu que Bard avait ouvert des choses, je dis, tiens, je vais tester. Et je n'ai pas écrit grand-chose. J'ai dit, donne-moi un pitch. En gros, j'ai copié-collé le mail de la directrice. Je n'ai pas mis une autre information. Et il m'a fait... Alors, j'ai essayé sur ChatGPT. Bon, non, dehors. Mais Bard, il m'a dit, vous guidez des gens dans une bibliothèque. Voilà. Et bien, rien que le concept, moi, je suis arrivé à l'atelier, j'avais ma petite phrase. Voilà, j'ai lancé l'idée et après, on a construit autour. Parce que ça a vraiment été un accélérateur. Ça n'a pas inventé, ChatGPT était totalement à côté. Mais on est vraiment dans le terme assistant et ça, c'est extrêmement instructif. Alors, bien sûr, on voit d'autres choses. ChatGPT, pour tous ceux qui l'utilisent depuis un an, se dégrade au cours du temps. Si vous avez regardé sur certains domaines, il se dégrade fortement. Des développeurs se plaignent que maintenant, il lui dit « Voilà, je te donne les premières lignes, débrouille-toi pour la suite. Non, écris-le-moi. Ben non, vas-y. » Sur Bard, si vous lui demandez un exposé pour votre enfant, il dit « Ah ben non, il faut travailler maintenant. » Voilà. Voilà. Ceux qui l'ont vu, voilà. Donc, il y a quand même ce type de choses, ça c'est intéressant. C'est ces modèles libres qui ont des modèles aussi particuliers, comme il est dit, qui sont extrêmement ouverts. Si vous faites une recherche actuellement sur Bard, sur service public, c'est une catastrophe. Il vous renverra sur tous les sites payants dont certains vivent à l'étranger, de choses bizarres. Je ne vous incite pas à l'utiliser. Voilà. Donc, attention là-dessus. Alors après, les impacts RH. Alors, bien sûr, tout le monde a peur. Alors, à une époque, on disait uberiser, mais là, que les gens disparaissent. Alors, d'abord, nous, on a les gens qui répondent aux usagers. Alors, ceux-là, ils disent, ouh là là, l'appareil peut le faire. En réalité, on leur dit, mais vu la masse que l'on a, et vu qu'on freine plutôt, par exemple, on a une obligation de répondre au téléphone, et c'est normal, mais ça coûte très cher de répondre au téléphone. Si on pouvait répondre plus massivement, ça pourrait être une aide. Donc, ça, on le regarde, on explique que c'est vraiment un outil d'aide. Et puis, à un moment, je parlais, et puis j'avais quelqu'un qui rédige les fiches service public. Je dis, toi, t'es rassuré. Ah ben non, quand je vois ce qu'il fait, bientôt, il va me rédiger les fiches. Il va prendre les données de Légifrance, il va faire les fiches à ma place. Alors, malgré tout, on voit certains biais. Si vous amusez, ChatGPT est très mauvais en calcul, par exemple. Si vous lui demandez de calculer une date, il va vous donner un échange de 2 mois, il va vous dire qu'il y a 30 jours. Voilà, il dit des grosses bêtises quand même. Il y a encore, particulièrement sur le problème mathématique, des écarts. Donc, on voit cet apprend-là. Après, si on prend service public, les fiches sont très exhaustives, mais on peut élargir le périmètre. Donc, ces outils permettraient de le faire aussi et de mettre à jour plus fréquemment. Voilà. Donc, nous, on le voit au sein de la DILA vraiment comme un outil d'aide. Malgré tout, ça inquiète les gens. Et puis après, vous l'avez dit, c'est très intéressant, je crois qu'il y a une blague qui court sur LinkedIn. Est-ce qu'on embauche encore des UX/UI ? Parce qu'honnêtement, maintenant, là, ce qui a été vu, plus besoin d'embaucher, d'autant réfléchir, le prompt, il est bien fait. Et puis...
Eh ben, nous, ce qu'on voit quand même, tout particulièrement en plus dans le monde du droit, et pardon, m'en voulez pas, c'est un monde quand même qui met toujours du temps au changement. On l'a vu à chaque fois qu'on a fait des changements. Bien sûr qu'il y a des gens qui prennent les toutes nouvelles choses, mais la masse met du temps avant de basculer sur les nouveaux usages, ou en a peur, ou ne le maîtrise pas encore, ou a des inquiétudes, ou l'outil faillit à quelques endroits et la personne peut avoir. Donc on estime que il y a les anciens usages, et puis bien sûr, il y a les nouveaux, mais on n'est pas prêt de supprimer certaines recherches mots-clés qui existent, ce type de choses, quand on voit le taux de mouvement. Par contre, un élément pour vous éclairer, Légifrance est ouvert aussi en API. Et l'année dernière, on pensait faire que 50 millions de requêtes sur l'API. En réalité, on en a eu 150 millions. Donc, il y a un usage massif des données. Et les gens que vous êtes là, et avec vos prestataires, il y a de l'usage massif. Et puis l'autre élément, là dernièrement, il y a une autre accélération. Un grand GAFAM a ouvert un service où maintenant, alors, vous avez le service clé en main, vous décidez les sources de données et vous fabriquez votre IA générative, vous investissez rien du tout et il vous offre 750 heures gratuites. Donc pas le nom parce que. Et ben nous, on a eu sur Légifrance une masse de requêtes qui est arrivée. Et bon, voilà, on a bloqué, bien sûr, ces acteurs-là qui respectaient pas les bonnes règles, mais donc il y a des gens qui peuvent aller trop vite. Moi, la règle un peu que je me suis fait, c'est qu'avant, on mettait quelques années, puis quelques mois, et là, on est en semaine. Hein. Voilà, on le sent une accélération, et comme le disait Thomas, ben, chaque institution a son temps pour bouger. Et voilà, là, ça mène à un certain nombre d'éléments. Donc voilà, donc c'est vrai que le data scientist, ça peut. J'ai vu un métier apparaître, hein, c'était le métier de prompteur. Voilà. Alors, il donnait des estimations de salaire là il y a quelques mois, extrêmement hautes, mais il disait bon, dans 2 ans ça n'existe plus. Voilà, bon, c'est assez intéressant, mais ça fait réfléchir. L'autre élément, on est d'accord que l'Europe est partie un peu en retard sur le sujet. Bien sûr, nos collègues d'outre-Atlantique sont allés très fort. Thomas l'a cité, il y a quand même aussi en Asie, en Arabie, des modèles qui sont apparus. C'est la première fois dans ce type de domaine où ce monde-là est apparu, alors que l'Asie, on la voyait avec la Chine. Là, on voit quand même que l'Europe commence à s'y mettre. Mistral est quand même déjà un beau succès. Nous, on l'a testé dans notre chatbot et il répondait presque aussi bien que les autres Américains, honnêtement, et on voit une progression très importante. Et on voit, nous, un autre élément. Honnêtement, quand le RGPD s'est imposé à nous, on doit le respecter, voilà. Mais finalement, ça a été un gain. Nous, on a un prestataire privé américain qui respectait, ça posait des questions sur le respect du RGPD. Grâce au RGPD, on a pu lui forcer la main. Il a changé son fonctionnement mondial. Honnêtement, moi, il y a quelques années, je ne l'aurais jamais cru. Je me dis, alors l'Américain, il va nous dire que c'est comme ça, il n'en a rien à faire. Mais vu que le marché européen, quand même, est important et qu'il avait reçu une mise en demeure de la CNIL, il a changé le système. Voilà. Donc, ça, c'est intéressant. Et je me dis que, justement, les nouvelles réglementations qui vont arriver là, sur l'IA vont peut-être nous aider. Alors, il y a eu pas mal de débats divers, mais voilà, on a peut-être cette chance-là, parce que finalement, vu notre masse, on voit ce type de changement. Donc voilà, moi, ce que je vois. Nous, on y croit, c'est vraiment, et tout le monde l'a dit, c'est vraiment l'aube augmentée de manière positive. Je pense que demain, il aura le casque. Tout le monde a vu le casque qui est sorti à San Francisco, les gens conduisent avec, voilà. Donc vous pourrez voir les codes en 3D avec le sommaire en 3D prolongé dans le temps, voilà. Voilà, on pense qu'il y a quand même ces changements-là majeurs. On estime de ce qu'on voit que le coût financier et environnemental se réduit parce qu'il y a quand même une amélioration des process. Ce n'est pas ça qui devrait nous poser problème. Le niveau d'expertise est important. La qualité des données l'est extrêmement, ça a été cité plusieurs fois. Et j'espère vous revoir très bientôt. Thank you.